Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le média où la parole est aux entrepreneurs. Je m'appelle François Allais, je suis le créateur de ce média et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau format vidéo. Je pars du principe que chaque entrepreneur possède une histoire, chaque entrepreneur a dû faire des choix et a pris des risques pour réussir. Chaque entrepreneur a franchi un cap dans son business grâce à des rencontres. Serial Entrepreneur, ce sont des interviews, des tribunes, des réflexions, sous forme de podcasts audio et vidéo. C'est la volonté de retranscrire à une certaine échelle et d'une certaine manière l'histoire, le parcours et la vision de personnalités inspirantes. Pour cet épisode, je suis parti à la rencontre d'Antoine Blanche-Maison. Pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas encore, c'est un créateur de contenu qui a arrêté les études en 2015 pour lancer son business en ligne, voyager et être libre. En 3 ans, il a publié plus de 700 vidéos et podcasts, lancé plus de 50 formations et atteint plus de 120 000 abonnés sur YouTube. Il travaille seul et son activité a dépassé les 30 000 € par mois de chiffre d'affaires en 2018. Dans cet épisode, on parle de son histoire, de ses études à l'entrepreneuriat, du déclic qui lui a donné envie de se lancer, de ses voyages, ceux qui l'ont marqué, de ses formations, comment s'est-il formé, de minimalisme, un état d'esprit qu'il prône lorsqu'il voyage, de ses inspirations, comment il s'inspire, quels sont les gens qui l'inspirent, de son entourage, la place de ses proches dans son business, de ses rêves mais aussi de ses peurs, de ses doutes. Cet épisode dure plus d'1h15 et vous allez apprendre beaucoup d'Antoine Blanche-Maison. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge en bas à droite, c'est important. Des vidéos, il y en aura d'autres, c'est l'objectif de cette chaîne. Je vous souhaite un très bon visionnage et à très vite pour un nouvel épisode. Bonjour à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Aujourd'hui, je suis avec Antoine Blanche-Maison. Salut Antoine. Salut François, c'est un plaisir d'être ici. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça fait un petit moment que je te suis, quasiment depuis le début. Je suis très heureux de te recevoir ici. Merci beaucoup. Et du coup, est-ce qu'on pourrait commencer ? Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Oui, alors moi, mon métier, c'est créateur de contenu. J'ai créé tout type de contenu, de la vidéo, de l'audio, du texte. Et ça fait 8 ans que je fais ça. Ça fait 4 ans que j'en vis à plein temps, que je fais ça à plein temps. Et je suis aussi formateur et je gagne ma vie donc en vendant de la formation pour aider les gens à vivre de leur contenu, même s'ils n'ont pas une grosse audience. Donc je ne forme pas des youtubeurs qui veulent devenir des stars, je forme des gens qui ont envie d'apprendre des choses aux autres, qui ont envie de vivre de leur passion et qui cherchent un moyen simple, rentable de le faire et qui veulent surtout atteindre une sorte de liberté, c'est-à-dire bosser pour eux-mêmes, travailler dans les conditions qui les intéressent, voyager, être libre de leur temps. Ok. On va s'intéresser avant Antoine BM, justement. Ouais. Avant d'entreprendre, qu'est-ce que tu as fait comme études ? Alors j'ai fait une école de commerce, je me suis arrêté au bout de 3 ans, donc j'ai eu un bachelor. Et je me suis arrêté à ce moment-là, j'ai fait une année de césure et c'est pendant cette année que j'ai lancé mon activité. Ok. Et quelles ont été tes expériences de salariat ? Je sais que tu en as eu plusieurs. Une qui s'est bien passée, une qui s'est mal passée. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus ? Ouais, bien sûr. Alors, celle qui s'est bien passée, j'ai vraiment eu de la chance, mais en même temps, c'était lié à ce que je faisais justement à côté. J'avais un blog déjà à l'époque et je communiquais dessus. Et en fait, il y a un gars qui m'a repéré grâce à ce blog, qui est devenu un ami maintenant, qui m'a présenté un autre gars avec lequel il bossait dans un coworking, dans un espace de coworking. Et ce gars-là possédait l'espace de coworking. C'était un indépendant qui bossait sur le web. Et grâce à lui, donc, il m'a embauché. Pendant 1 an, j'ai bossé en alternance avec lui. Ça m'a permis aussi de rencontrer des entrepreneurs du web, des mecs qui gagnaient très très bien leur vie en étant indépendants, souvent en travaillant seul. Et ça m'a montré que c'était possible. Donc ça m'a beaucoup aidé. Puis ça m'a fait un petit réseau dans ce milieu-là. Et après, avant ça, j'ai eu d'autres expériences qui sont beaucoup moins bien passées. Alors, c'est pas que ça s'est mal passé, c'est que c'était pas pour moi. Okay. Et que ça m'a ouvert les yeux sur ce que je voulais pas faire. Moi, j'ai découvert ce que je voulais faire en faisant ce que je voulais pas faire. C'est-à-dire que je me suis dit tout sauf ça. Et c'est comme ça qu'en fait, que j'ai trouvé ma voie. En faisant notamment un stage chez un fabricant de piscines sur Internet. Alors, c'est toujours un peu l'histoire que je raconte, ça fait un peu storytelling, tu vois. J'ai vraiment rien contre eux, c'est pas des gens méchants, mais ce stage m'a vraiment foutu une claque. Tu vois, toute la journée, je faisais du support client par téléphone. Il y avait que des stagiaires dans la boîte, il n'y avait pas une super ambiance. Et tous les soirs, je rentrais chez moi en lisant un bouquin dans le bus qui s'appelait La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Et c'est un bouquin sur la liberté et sur l'efficacité, comment monter sa muse, comment devenir libre grâce à ça. Et je lisais ce bouquin et voilà, je me disais, mais c'est tellement bon, c'est tellement ce dont j'ai besoin. Et je savais qu'en fait, si je faisais un boulot comme j'étais en train de faire pendant plusieurs années, je finirais forcément en dépression parce que ça ne me correspond pas. Moi, je ne peux pas être dans un système comme ça où je suis contraint de faire des choses, où je fais pas ce que j'aime, où j'ai pas de liberté. Tu vois. Moi, je préfère être libre et pauvre que gagner bien ma vie, mais être contraint de faire des choses que j'ai pas envie de faire.
Donc j'étais prêt à tout, j'étais prêt à, voilà, vraiment à me lancer dans mon truc et à bosser à fond pour y arriver. Et j'ai fait un autre stage juste avant qui était encore pire. Enfin, ça, c'était vraiment le stage photocopieuse, tu vois, typiquement, où j'étais en fait à Londres. On a passé, j'étais avec un pote, on a passé 2 mois à Londres. Premier mois, on a fait des scans. En fait, c'était dans une université, dans une école de management. Premier mois, on a scanné des fichiers élèves. Pendant 1 mois, on a scanné des fichiers. Et deuxième mois, on a rempli un tableau Excel en disant s'il manquait des trucs ou pas. Vraiment, pendant 1 mois, on a rempli un tableau Excel. Et je me souviens de ce moment-là et je me disais, en plus, ce qui est très frustrant, c'est que ton boulot, tu sais qu'il peut être fait par une machine, que vraiment, il n'y a pas besoin d'un être humain. C'est-à-dire que vraiment, les mecs sont flemmards. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire un petit automatisme simple avec Zapier ou une commande Excel, et ils le faisaient à notre place. Mais tu vois, c'était un stage non payé. Et donc les mecs sont tellement flemmards qu'ils se sont dit bon, on va pas se faire chier, on va embaucher des mecs qui vont des petits jeunes, ils seront pas payés, ça nous coûte rien, ils vont le faire à notre place plutôt qu'à trouver un moyen de l'automatiser. Et ça, moi, c'est le genre de truc qui me rend dingue. C'est-à-dire que je me plains pas du tout parce que c'était un stage, on s'est amusé, tu vois, on faisait la fête et tout, c'était cool, c'était vraiment un bon moment. Mais pour moi, c'est scandaleux, c'est une honte, tu vois, de donner un boulot à des gens qui peut être automatisé, surtout quand c'est un boulot non rémunéré. Pour moi, c'est pas respectueux. C'est-à-dire que en plus, c'était pas rémunéré. Non, en plus, c'était pas rémunéré. Et c'est ça, c'est la paresse intellectuelle. C'est de se dire, je pourrais le faire par une machine, mais j'ai la flemme de configurer le truc, donc je vais embaucher 2 jeunes, je vais pas les payer, puis ils vont le faire pour moi pendant 2 mois. Je trouve ça dingue. Ouais, non, c'est clair. Et justement, cette volonté d'être libre, est-ce que tu as toujours eu cette volonté d'être libre ? C'est-à-dire que même avant le lycée, comment était ton mindset, ton état d'esprit à cette époque ? Justement, le fait d'être obligé d'aller en cours, etc. Enfin, t'as dû péter un câble. Moi, c'est pas pour moi. En fait, moi, je suis pas du tout universaliste dans mes pensées. C'est-à-dire que je pense pas que ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde. Et je pense pas que ce qui est mauvais pour moi est mauvais pour tout le monde. Donc j'essaye d'être très ouvert au fait qu'il y a des gens qui sont pas du tout d'accord avec moi et qui sont très heureux quand même. Moi, je suis un ayatollah de la liberté et je pense que c'est lié à mon éducation. J'ai grandi dans une famille où j'avais beaucoup d'indépendance et j'ai souvent été seul et j'ai pris goût un peu à ce côté je fabrique les choses par moi-même et je délivre par moi-même et j'ai pas besoin du groupe, tu vois. J'ai toujours un peu fui les groupes. Et donc pour moi, je peux vraiment m'accomplir quand je suis justement pas enfermé dans un groupe, mais que je suis justement en solitaire, que je mène mon bateau tout seul, tu vois. Et donc pour moi, en fait, ça venait de là, ce truc-là. Et évidemment, on vit pas dans une société qui encourage ce genre de choses. L'école, ça encourage pas ça. Les études supérieures non plus. Le boulot de salarié encore moins. Et donc on n'encourage pas vraiment l'initiative individuelle, je trouve. Et donc forcément, oui, ça n'a pas été évident pour moi. C'était pas un milieu dans lequel j'étais très à l'aise, dans lequel j'étais très épanoui. Et j'ai vraiment commencé à vivre pleinement et à être vraiment heureux quand j'ai monté ma boîte et quand j'ai commencé à voyager et que ça a commencé à marcher, quoi. Et tu dis que tu as grandi seul. Tes parents étaient liés à l'entrepreneuriat ou pas du tout ? Alors pas du tout. J'ai pas vraiment grandi seul, mais donc on était assez indépendants. Ouais, je passais du temps seul. Oui, voilà. ok. Mes parents sont pas du tout entrepreneurs. Mon père est médecin, ma mère travaille dans l'éducation nationale. Okay. Donc rien à voir. Mais par contre, ils ont quand même ce goût du voyage, ce goût de la liberté, de l'indépendance. Je pense qu'ils me l'ont transmis quand même, en partie. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer ? Est-ce que c'est ce stage à vendre des piscines ou est-ce que c'est après où tu t'es dit, voilà, il faut absolument que je lance un business pour justement être libre ? En fait, moi, il fallait que je trouve le truc qui me correspondait moi. Et un truc que j'ai toujours aimé faire naturellement, c'est créer du contenu. C'est écrire, c'est discuter, partager des idées. Et c'est quelque chose que je faisais naturellement quand j'étais petit. J'avais des petits journaux que je lançais à l'école, etc. Ou dans ma famille, j'aimais bien créer des trucs. Tu vois, sur Internet, je créais des chaînes de télé virtuelles, des chaînes de radio virtuelles, etc. J'ai toujours été fasciné par la radio. Et donc j'ai toujours aimé ça, mais pour moi c'était plus un aspect journalistique. Et donc au début je me suis dit le journalisme c'est ce qui est fait pour moi. Et ensuite j'ai fait des stages, donc tu sais les fameux stages de 4e, je les ai fait dans des rédactions de journaux. Et je me suis rendu compte qu'en fait il leur manquait un truc, c'était la liberté et l'argent. 2 trucs. C'est que la presse est en crise, ils n'ont pas d'argent, les mecs sont tous à moitié dépressifs parce que tous leurs collègues se font virer et en plus c'est pas un métier où tu as beaucoup de liberté parce que tu travailles souvent à la commande, c'est-à-dire qu'on te commande des articles, tu peux pas vraiment écrire sur ce que tu veux. Et moi ce que j'aimais vraiment c'était posséder mon truc, c'était avoir ma publication à moi. Et ensuite en fait je suis tombé donc autour de 2012, juste avant de passer mon bac, je suis tombé sur des francophones, donc des mecs en France, des entrepreneurs qui vivaient de leur blog
qui avaient un blog et qui vendaient de la formation comme ça. Et je me suis dit, c'est trop cool. Enfin, évidemment, ces mecs-là, ils faisaient la promotion de leur mode de vie, c'est-à-dire qu'ils voyageaient à l'autre bout du monde, publiaient des super photos sous les cocotiers, tout, c'était très cliché. Et à l'époque, c'était pas encore vraiment cliché, mais voilà. Et moi, j'ai vu ça et je me suis dit, putain, c'est exactement ce pourquoi je suis fait, en fait. Ils vivent de leur contenu, de leur passion, en exprimant des idées. Et en plus, ils sont libres. C'est le meilleur des deux mondes, en fait. Ils ont la liberté et en plus, ils gagnent de l'argent. Tu vois, hein, le meilleur, quoi. Il ne peut pas avoir mieux. Donc j'ai découvert ça, je me suis dit, ce truc-là, c'est absolument pour moi, il faut absolument que je le fasse. Et j'ai commencé par un blog, par faire un peu comme eux, j'ai copié pas mal de choses, j'ai essayé de faire le truc un peu à ma façon. Puis après, j'ai fait d'autres types de contenus, j'ai fait de la vidéo, j'ai fait de l'audio, aujourd'hui je fais des emails quotidiens. Et évidemment, quand j'ai commencé à en vivre, moi je considère que je fais le meilleur métier du monde. Mais encore une fois, je ne suis pas universaliste, je fais le meilleur métier du monde pour moi. Ouais. Et je ne dis pas que tout le monde doit faire ce métier, je ne dis pas que c'est le meilleur métier du monde pour tout le monde, il y a plein de gens qui ne sont pas du tout faits pour ça. Mais je sais que pour moi, c'est le meilleur métier du monde et je pense que la création de contenu, c'est comme la musique, c'est comme la peinture. Quand tu commences, c'est pour toute la vie. Quand tu aimes créer du contenu, tu vas le faire toute ta vie. Tu vas jamais t'arrêter. C'est un truc, tu as ça dans le sang, tu aimes partager, tu aimes exprimer des idées, tu aimes écrire, tu peux pas t'arrêter. Et justement, est-ce que tu as eu des difficultés pour te lancer ? Bien sûr, ouais. Pendant 3 ans, j'ai galéré. Pendant 3 ans, j'avais un blog, je publiais régulièrement. J'avais du trafic un petit peu. Je gagnais pas ma vie. Là, il n'y avait pas de société. Non, il n'y avait rien du tout. C'était vraiment juste un projet web. Quand tu gagnes 200 balles une fois tous les 2 mois, tu ne crées pas de société, tu deviens même pas auto-entrepreneur. Tu vois, c'est pas sérieux. Bon, parfois, c'était un peu plus, tu vois, mais c'était quand même très, très aléatoire. C'était de l'argent de poche. Et en fait, je savais que je pouvais en vivre si je m'imitais à fond. Parce que la condition, c'était de passer de une formation, donc mes formations, c'est mes produits, tu vois, c'est ce qui me fait vivre, passer de 1 ou 2 formations par an à 1 ou 2 formations par mois. Et en fait, je me suis dit, c'est pas con, c'est pas compliqué, il suffit de passer de 1 ou 2 formations par an à 1 ou 2 formations par mois, et pour ça, j'ai besoin d'une seule chose, c'est du temps. Et c'est là que je me suis dit, si je m'y mets à plein temps, si j'arrête mes études et que je fais ça à fond, ça peut pas ne pas marcher. À ce moment-là, j'étais sûr que ça marche parce que j'avais déjà vendu, j'avais déjà une audience, j'avais déjà de l'attraction, je savais que ça pouvait marcher. Mais il a fallu quand même 3 ans avant de me bouger le cul, quoi. Et tu avais déjà vendu. Est-ce que tu te rappelles de ta première vente et qu'est-ce que ça t'a procuré ? Bonne question. Ma première vente, c'était en 2012. Je venais d'avoir 18 ans et j'ai lancé une formation sur le blogging, sur mon premier blog. Et j'ai fait 800 € avec cette formation. Alors, c'était pas une vente, c'était la formation devait coûter quelque chose comme 80 €. J'ai dû en faire une dizaine. Une dizaine de ventes et c'était un gros produit. Enfin, je m'étais embêté, tu vois. J'avais bien bossé au moins 2 semaines à fond dessus et tout. J'avais essayé de faire un truc bien. Et pour moi, c'était énorme, tu vois. 800 €, j'avais jamais gagné de l'argent. Il faut bien se mettre à la place. J'avais 18 ans, j'avais jamais gagné de l'argent autrement qu'en faisant des babysitting ou l'argent de poche. Et donc, pour moi, c'était énorme. Et ça voulait dire, pour moi, ça voulait dire une porte qui s'entrouvre vers la liberté. C'est-à-dire, je me disais, à cette époque-là, j'avais vraiment envie de partir de chez moi. J'avais vraiment envie d'être indépendant. J'avais l'impression un peu d'être un boulet pour mes parents. Enfin, j'avais envie de me casser, quoi. Comme beaucoup d'ados, je pense, à cet âge-là. Et il fallait que je trouve un moyen. Et en fait, pour la première fois, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une ouverture. J'ai peut-être un moyen d'y arriver. J'ai peut-être une ouverture. Et je l'ai saisie, mais j'ai mis du temps avant de vraiment la saisir, quoi. Ok. Cette première vente, c'était via une plateforme ou tu avais fait ça C'était via une plateforme, ouais. Je sais même plus, je pense que j'avais juste mis un lien PayPal. Je crois que je m'étais pas embêté. Okay. J'avais mis la formation sur un Google Drive. J'avais fait un bouton d'achat PayPal. Tout simplement. Et donc le gars, il a acheté, il était redirigé vers le Google Drive. Déjà, tu étais dans l'automatisation dès 18 ans. Bah là, c'était très simple. C'était vraiment minimaliste pour le coup. Mais je pense que les gens s'embêtent aussi beaucoup. Souvent, tu veux débuter et tu veux que tout soit parfait. Tu veux la meilleure caméra, le meilleur micro, le meilleur outil, le machin. Et en fait, tout ça, souvent, c'est un peu des excuses pour éloigner le moment où tu vas vraiment bosser, où tu vas vraiment sortir le produit. Et si tu veux gagner de l'argent en tant que créateur de contenu en apprenant des choses aux gens, il n'y a pas de secret. Tu fais de la formation, tu la fais vite, t'en fais beaucoup et tu gagnes de l'argent. Il n'y a pas de miracle, en fait. Il manque pas un outil qui va tout changer. Ou, les gens pensent qu'il y a un outil les gens pensent qu'il faut faire un tunnel de vente sur ClickFunnels. Non, c'est des conneries. Il faut juste vendre, tu vois. Ouais, c'est clair. Et puis, de toute façon, aujourd'hui, il suffit d'un smartphone et... Ouais, bien sûr. Tout est possible, quoi. On a tous... Aujourd'hui, on a un truc qu'on a encore plus qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. C'est qu'on a tous déjà les outils qui nous permettent de gagner notre vie sur Internet.
c'est quand même génial. Enfin, t'as des outils, t'as un outil dans ta poche qui te permet de gagner ta vie sur Internet à 100% avec ton iPhone. En n'utilisant que ton iPhone, tu peux gagner ta vie sur Internet. C'est magique, ça. C'est clair. On vit dans une belle époque. Ouais, tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais moi, je suis complètement d'accord avec toi. On va aborder maintenant les voyages, puisque tu en as fait pas mal. Ouais. Justement, je t'ai découvert à l'époque où tu faisais des vlogs de digital nomade en Asie. Oui. En Thaïlande, je crois. C'était en Thaïlande. J'ai fait un long voyage. J'ai fait Sri Lanka, Malaisie, Thaïlande, Philippines. C'était mon premier grand voyage. Je faisais des vlogs de voyage tous les jours où je racontais mon voyage. Ouais. Et c'est probablement à cette époque-là. Ouais, exactement. C'est là où je t'ai découvert. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir les pays qui t'ont le plus marqué, que tu as le plus apprécié. Je pense que le pays qui me fascine le plus, toujours aujourd'hui, c'est les États-Unis. En fait, c'est un pays qui mélange deux choses. En même temps, il y a un rapport à l'enfance, parce qu'on a tous été bercés par des séries américaines. Moi, j'ai beaucoup regardé Friends quand j'étais jeune. Donc, il y a un rapport à l'enfance, il y a un côté familier. Et en même temps, il y a plein de clichés en fait qu'on retrouve, qu'on voyait dans les dessins animés, dans les séries, machin, qu'on retrouve, qui nous paraissent super bizarres, tu vois. T'as l'impression de rentrer dans une série. Et en même temps, il y a ce côté, tout est exacerbé, tout est extrême en fait aux États-Unis. C'est-à-dire que t'as les mecs les plus progressistes du monde, les plus ouverts d'esprit du monde, et puis de l'autre côté, les mecs l'inverse, complètement l'inverse, tu vois. T'as les mecs, je sais pas, t'as vraiment de tout, quoi. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans ce pays-là. Et c'est un pays de franc-parler, où les gens font pas les choses à moitié, où les gens sont des conquérants. Enfin, c'est comme un pays d'immigration. Donc, tu vas à New York, par exemple, je trouve il y a vraiment une atmosphère à New York. Et beaucoup de gens reviennent de New York et te disent que c'est une ville stimulante. Et je pense que c'est pas pour rien. C'est une ville d'immigration, mais pas d'immigration... Enfin, vraiment d'immigration de gens qui ont envie de bâtir quelque chose, tu vois. D'immigration de gens qui ont envie de construire quelque chose, de réussir, le rêve américain. Et en fait, ça, je trouve qu'on le ressent toujours beaucoup aujourd'hui. Même si c'est plus forcément la première génération d'immigrants, on le ressent toujours aujourd'hui. Ils ont amené du sang de gens ambitieux, tu vois. Et je trouve que c'est une ville vraiment qui ressent cette atmosphère. C'est une ville que j'aime énormément. J'aurais voulu m'y installer, mais c'est très compliqué quand tu n'es pas salarié. Avoir un visa entrepreneur. Il n'y avait pas de visa entrepreneur, en fait, c'est un visa investisseur. C'est très compliqué, puis il faut que je change la nature de mon business. Donc, je ne vais pas forcément faire ça comme ça. Mais c'est un endroit dans lequel j'ai envie de passer beaucoup de temps. Ouais. Et c'est aussi un pays où il y a, je pense, un nombre de créateurs de contenu extrêmement important. Complètement. En fait, c'est ça. Ils ont l'hégémonie culturelle, et donc dans tous les domaines, quasiment le meilleur contenu que tu puisses trouver, il est américain. C'est clair. Par exemple, le podcast, les meilleurs podcasts sont américains. Ouais. C'est très facile en fait de savoir ce qui va marcher en France. Généralement, les États-Unis, ils ont 5 ans d'avance, à peu près. Pas sur tout, c'est pas toujours exactement pareil. Évidemment, il y a une différence culturelle, mais généralement, ils ont une avance sur tous les autres. Et c'est vrai que sur la création de contenu, beaucoup de Français passent pour des précurseurs, alors que la seule chose qu'ils ont en plus, c'est qu'ils parlent bien anglais et ils traduisent des Américains. Et donc tu vois, ils importent des concepts des États-Unis et tout le monde dit waouh, ce type-là c'est un génie, il a inventé un... Non, il a juste fait du copier-coller, il a fait de la traduction. Et en fait, nous en France, on a cette difficulté avec l'anglais que j'ai aussi, tu vois, c'est pas forcément une langue facile pour nous. Et du coup, on va avoir tendance à pas s'intéresser. C'est vraiment dommage parce que on perd pas seulement la capacité à communiquer ou à voyager, on perd aussi la capacité à apprendre. Énormément de contenu exceptionnel. On peut le trouver en anglais, sur YouTube, dans des formations, dans des bouquins qui n'ont pas été traduits en français, qui seront probablement jamais. Et savoir parler anglais, c'est aussi s'ouvrir un accès à tous ces contenus-là, quoi. C'est clair. Et j'aimerais savoir les outils que tu utilisais quand tu voyageais, que ça soit aussi bien pour l'hébergement que pour le transport. C'est souvent important de connaître des outils comme ça. Ouais, on a aussi la chance aujourd'hui de pouvoir tout faire avec un smartphone, ça c'est génial. Moi quand je voyageais, alors à l'époque ça dépend parce qu'il y a l'époque où j'étais pauvre et l'époque où j'ai commencé à gagner de l'argent, tu vois. Mes premiers voyages j'avais pas beaucoup d'argent, donc je voyageais vraiment, je voyageais comme un étudiant. Donc j'allais dans des auberges jeunesse, je prenais des bus pour aller de ville en ville, donc j'allais à la gare routière à chaque fois que j'arrivais, puis je demandais le bus pour le lendemain. Et puis après j'ai commencé à gagner de l'argent et là ça a été un peu différent. Évidemment, j'ai pris plutôt des Uber au lieu des bus, des avions, etc., des trains. Les avions, j'ai réservé avec Expedia. Les hôtels en Asie, j'ai réservé avec Agoda. En Europe, avec Booking. Et si c'est dans les grandes villes, avec Hotel Tonight. Faut savoir qu'Hotel Tonight te permet d'avoir des super plans si tu réserves au dernier moment. Okay. Quand tu réserves une chambre pour le soir même, tu peux vraiment facilement avoir des super hôtels à moitié prix. Donc ça, c'est pas mal. C'est le concept de l'appli, en fait.
Ensuite, j'utilise que des applis en fait. Ok. Quand tu voyages, tu peux vraiment utiliser que des applis. Il y a un outil qui est génial. Alors moi, j'avais un gros problème, c'est que moi, j'aime bien voyager au jour le jour. J'aime pas prévoir mon voyage avant de partir. Oui, je me souviens qu'à l'époque, justement, de tes vlogs, c'était c'est vraiment au feeling, quoi. C'était un truc que je conseille aux gens. Les gens se rendent pas compte à quel point c'est facile de faire ça. Les gens pensent que c'est difficile, c'est compliqué. Et c'était compliqué il y a 20 ans, c'est vrai. Et en fait, aujourd'hui, tout a changé. C'est extrêmement facile, extrêmement simple de voyager au jour le jour. C'est-à-dire de réserver ton hôtel pour le soir même, de réserver ton billet d'avion la veille ou quelques jours avant maximum. Et en fait, le principal obstacle pour ça, c'est que quand tu arrives dans un pays, on te demande souvent d'avoir un billet retour. C'est-à-dire si tu prends, je sais pas, si tu prends un aller simple pour la Malaisie, on risque de me demander à la douane un billet retour parce qu'ils ont peur que je puisse pas rentrer et que je reste squatter leur pays, tu vois. Et pour ça, alors avant, ça me causait vraiment des problèmes parce que je voulais pas prendre de billet retour. Du coup, j'ai essayé de trouver un billet pas trop cher, etc. Puis je le perdais. T'as un outil, alors attends, il faudrait que je retrouve le nom, putain, j'ai plus le nom en tête. T'as un outil qui s'appelle, c'est bon, je l'ai. T'as un outil qui s'appelle One Way Ticket. Okay. Faudra vérifier, je suis pas sûr et certain que ce soit ce nom-là, mais je crois. One Way Fly, voilà, c'est ça. One Way Fly. Et c'est un outil qui te permet de réserver des billets d'avion retour. Qui en fait sont des faux billets d'avion. Enfin, c'est-à-dire que c'est des vrais billets d'avion, mais eux ils demandent un remboursement derrière. Et donc ça te coûte quelque chose comme 30 €. Et en gros, pour 30 €, ça te permet d'aller dans n'importe quel pays en ayant un billet d'avion retour à présenter, même si derrière tu le prends pas. Okay. Donc ça me permet, enfin moi c'est trop bien parce que ça me permet, je sais pas, la dernière fois je suis allé en Asie, je sais pas, je suis allé au Cambodge. J'arrive au Cambodge, je monte mon billet d'avion retour, mais au final, je reste 2 semaines et puis ensuite j'en ai marre, puis je vais autre part, je vais en Thaïlande et puis je vais je sais pas où, et puis ensuite je fais 3-4 pays comme ça et puis je rentre chez moi. C'est ouf ça, c'est un business assez spécial de vendre des ouais, c'est une super idée. En fait, ça résout un gros problème qu'ont beaucoup de digital nomades, beaucoup de gens qui aiment voyager comme ça au jour le jour. C'est particulier à l'Asie Non, ça marche avec n'importe quel pays. Okay. N'importe quel pays. En fait, ça te montre, ça donne un billet retour. Donc n'importe où tu vas, il va te demander un billet retour, tu montes ton billet retour. Okay. Simplement, t'as pas à t'en occuper, c'est eux derrière qui demandent un remboursement, etc. Donc, tu sais, t'as des billets où tu peux payer plus cher et avoir la possibilité d'annuler. C'est ces billets-là en fait qui prennent. Ok, c'est intéressant. Est-ce que tu as fait des rencontres lors de ces voyages et justement, est-ce que tu as vraiment eu des rencontres marquantes lors de ces voyages? Alors, il y a des rencontres qui m'ont appris des choses, notamment quand j'étais en Malaisie. J'ai rencontré dans un bus un Indien avec lequel j'ai voyagé quelques jours et on devait se retrouver en Thaïlande quelques jours plus tard. Et en fait, lui, il n'a pas pu y aller parce qu'il avait un passeport indien. Et que quand tu as un passeport indien, tu ne peux pas forcément aller partout. Et ça m'a rappelé déjà, parce qu'à l'époque j'étais jeune, je ne savais pas ça, ça m'a rappelé qu'avoir un passeport français c'est déjà un privilège immense. On peut aller dans quasiment tous les pays au monde sans problème. Avoir un visa à l'arrivée comme ça, tamponné sans aucune difficulté, c'est quand même une chance énorme. Et j'ai aussi des rencontres qui m'ont marqué parce qu'il y a des gens que je suis forcément. En fait, dans ce métier-là, quand tu bosses comme ça sur le web, beaucoup de gens vivent à l'étranger. Parce que déjà les impôts en France sont très élevés, tu n'en as pas forcément besoin, tu fais un boulot qui te permet de vivre n'importe où, donc tu n'as pas forcément besoin de payer cette taxe-là, de rester en France. Et puis parce qu'il y en a, je sais pas, qui aiment le voyage et qui rencontrent des gens ailleurs et qui s'installent ailleurs, etc., ou qui ont simplement envie d'aller vivre au soleil. Et donc forcément, le fait de voyager, ça m'a permis de rencontrer d'autres gens qui font le même métier que moi, qui sont super intéressants, qui ont un mode de vie très différent. J'ai rencontré des mentors, des gens qui m'ont formé, comme Jean Rivière. J'ai rencontré des gens que j'aime beaucoup aussi, qui sont devenus des amis, comme Stan Leloup. Jean Rivière, il était en Thaïlande à l'époque où j'ai rencontré. Maintenant, il est en Europe de l'Est. Stan Leloup, il était au Vietnam. Donc forcément, c'est super sympa, je trouve, de rencontrer des gens en voyage. Parce que tu as ce côté vacances, détente. Je me souviens d'un gars qui était un expert immobilier que j'avais rencontré sur une île paradisiaque en Thaïlande, s'appelait Koh Tao. On avait pris une noix de coco avec une vue magnifique sur la mer, tout ça en discutant business. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment des rencontres dont tu te souviens parce que le cadre aussi est propice à une rencontre beaucoup plus détendue qu'un café parisien, je trouve, tu vois. Ok. Et en plus, c'est des gens avec qui tu as un état d'esprit similaire, on va dire. Bien sûr. Ouais. Donc, puis il y a une belle communauté de digital nomades de plus en plus, de Français à travers le monde. Je trouve ça grandit de plus en plus. C'est vrai. C'est assez impressionnant. On va maintenant parler de tes formations et de comment tu te formes. Et la première question, justement, ça va être comment tu t'es formé pour faire des formations. Sur tous les sujets que tu maîtrises. Pour l'aspect très pratique... Parce que très clairement,
tu t'es pas formé avec l'école. Non, ça Voilà. c'est sûr. L'école de commerce, c'est compliqué pour apprendre l'entrepreneuriat. Alors surtout ce style-là d'entrepreneuriat. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une école de commerce te forme davantage à être salarié qu'à être entrepreneur, même si elle se dit spécialisée en entrepreneuriat. Moi, j'étais dans une école qui se disait spécialisée en entrepreneuriat. La principale matière qu'on avait, c'était comme dans toutes les écoles de commerce, comptabilité. J'ai jamais fait de compta depuis, j'ai pris un comptable, tu vois, ça sert à rien, enfin ça m'énerve, tu vois. Chacun son métier. Et ouais, c'est ça. Et d'autres, voilà, on avait du management, on avait du marketing, mais tu vois, c'est pas du marketing de petites boîtes. On n'a pas appris la vente, en fait. C'est du marketing de grosses boîtes. C'est-à-dire, tu apprends à faire des SWOT, des machins. En fait, tu apprends à faire des jolis PowerPoint pour faire plaisir à ton supérieur, tu vois. J'exagère, mais c'est un peu ça quand même. C'est plus du marketing d'analyser un marché plutôt que du marketing de savoir ce que veulent les gens et être séduisant, tu vois. Et donc ça s'apprend dans les bouquins. T'as plein de bouquins vachement bien sur la vente qui te donnent des petites techniques, des choses concrètes que tu peux utiliser maintenant. Mais tu n'apprends pas ça en école de commerce. Donc j'ai lu des bouquins là-dessus, j'ai été formé par des gens, je te parlais de Jean Rivière tout à l'heure qui m'a beaucoup formé sur la vente. C'est probablement le meilleur marketeur francophone. J'ai aussi été formé, je sais pas, en suivant pas mal de contenu sur Internet, en pratiquant tout simplement. J'ai fait plus de 90 formations probablement à l'heure actuelle. Forcément, quand tu as fait 90 formations, la dernière, elle est mieux que la première et tu as appris des choses en chemin. Tu vois. Moi, j'ai vraiment vu l'évolution de mes argumentaires de vente. Tu vois. Vraiment, les premiers étaient très maladroits, très bancals et mes derniers sont beaucoup plus efficaces. Et tu le vois en termes de nombre de ventes, en termes de taux de conversion. Donc, beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions et apprendre la vente. C'est surtout ça en fait. Après, apprendre à faire des formations, c'est pas compliqué. C'est un cours, c'est-à-dire que tu détectes ce que veulent les gens. En fait, quand tu apprends à vendre, tu apprends aussi à faire de la formation. Parce que quand tu apprends à vendre, tu apprends à comprendre exactement ce que les gens veulent. Les gens qui sont en face de toi, ton audience, ils ont besoin de quelque chose et ils ont besoin que tu formules cette chose-là, mieux qu'eux-mêmes en fait. Et donc quand tu apprends à vendre, vraiment tu te mets à leur place, tu apprends à les connaître, tu apprends ce dont ils ont besoin, quel angle il faut prendre. Et en fait, en faisant un bon argumentaire de vente pour une formation, ça va te permettre de créer vraiment la formation dont ils ont besoin. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que en disant voilà, ça va être un super argumentaire de vente, bah, ça veut aussi dire que ça, il faut que tu y répondes dans la formation, si tu veux, d'une certaine façon. Et concernant ton process de création, j'aimerais savoir combien de temps tu mettais à faire une formation, je sais pas, la première année, et combien de temps tu mets à faire une formation aujourd'hui ? Bah, ma première formation, je t'ai dit, j'ai dû mettre 2 semaines. Ensuite, à un moment, j'ai voulu faire une très grosse formation. J'ai mis 6 mois et elle n'est jamais sortie. Ça a été mon gros échec et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je déconseille aux gens, en tout cas qui travaillent comme moi, c'est-à-dire qui aiment bien travailler vite, je les déconseille de vouloir créer une trop grosse formation parce qu'ils risquent de se décourager et de jamais la lancer. Donc j'ai dû mettre peut-être pas 6 mois, mais au moins 3 mois, peut-être 3-4 mois. Sur une formation, j'ai fait une page de vente nickel, j'ai fait le plan aux petits oignons, j'ai commencé à enregistrer, j'ai enregistré la moitié. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai été découragé, j'ai jamais lancé. Et aujourd'hui, je fais une formation en une journée, une demi-journée si je suis rapide. Ok. Et donc au total, depuis que tu fais des formations, t'en as créé combien du coup ? Entre 80 et 90, ouais, okay. Je dirais. Et t'en as vendu combien ? Oula. Est-ce que tu as cette stat ? J'ai pas cette stat, non. Ceci serait une bonne stat. Je dirais que par formation, on est entre 40 et 200 ventes par formation. Parce que beaucoup de gens te demandent justement, j'ai vu quelques interviews et c'est plutôt ton chiffre d'affaires, combien tu gagnes par mois et le nombre de ventes, je trouve que c'est significatif quand même. Oui, complètement. Ouais. Ce qu'il faut voir aussi, il y a un truc très intéressant, c'est qu'il y a une énorme amplitude entre les formations qui se vendent mal et les formations qui se vendent bien. C'est-à-dire que probablement que ma formation que c'est le mieux vendu, on doit être autour de 500 ventes. Et ma formation que c'est le moins bien vendu, on doit être à 6 ventes, tu vois. En fait, la différence est colossale et c'est là qu'on voit que c'est utile aussi de faire beaucoup de formations parce que plus tu fais de formations, plus tu as de statistiques et d'informations sur ce qui marche et ce qui marche pas. Et donc, ça te permet de faire davantage de formations qui font 500 ventes et moins de formations qui font 4 ventes, tu vois. Ok, c'est intéressant. On va enchaîner sur quelque chose qui, je pense, te tient à cœur. C'est le minimalisme. Oui. Parce que tu es, je pense, quelqu'un de minimaliste. C'est-à-dire que je sais plus, j'avais vu ça sur une vidéo où quand tu voyageais avec 2 t-shirts, un short, un petit sac et c'est tout, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette philosophie, sur cet état d'esprit de minimaliste, justement ? Ouais.
Alors, je suis pas vraiment minimaliste chez moi, parce que j'ai toujours cette tendance qui consiste à acheter des trucs et à pas savoir m'en débarrasser. Donc en fait, je suis une fois, je sais pas, une fois par an, une fois tous les 2 ans, je vire la moitié de mes affaires et puis j'essaie de repartir un avec tri, un truc. Ouais, c'est ça. Souvent, c'est plus je prends un grand sac poubelle et je fous tout dedans et puis après j'essaie de le refiler, de le refourguer. Bon, c'est réglé. Ouais, parce que le tri, je sais pas faire, j'aime pas faire ça, tu vois. En fait, j'ai surtout appris le minimalisme en voyage. Parce qu'en voyage, ça apporte une valeur énorme d'être minimaliste. En fait, mon premier voyage, je suis parti avec le gros sac à dos de randonnée de ma mère. C'était un truc énorme. Et en fait, ça m'a pesé. Je l'ai traîné comme un boulet pendant des mois. Et je me suis dit, j'ai réalisé en fait que j'utilisais peut-être 10% de ce qu'il y avait dans mon sac, peut-être 15%. Et donc, il y avait un problème, parce que j'avais pas besoin du reste. Et donc je suis allé chez un ami, Jean Rivière justement, qui vivait en Thaïlande. Donc je suis passé chez lui, il a accepté de me garder mon sac pour le reste de mon voyage et je me suis acheté un petit sac cabine et j'ai continué à voyager avec ça et en fait ça a tout changé. C'était vachement bien, enfin, c'était vraiment cool, tu vois. Tu déballes moins de trucs quand tu arrives à l'hôtel, c'est plus rapide quand tu dois partir, tu oublies moins d'affaires. Bah, c'est ça. Tu t'es un truc plus léger sur le dos, tu peux marcher davantage quand tu arrives dans une ville. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Et donc après j'ai commencé à me lancer un défi de à chaque voyage prendre un petit peu moins d'affaires. Et en fait, moi, mon défi ultime, je ne l'ai pas encore réussi à l'accomplir, mais c'est de partir en voyage les mains dans les poches, sans sac à dos. C'est-à-dire d'avoir toutes mes affaires, tout ce dont j'ai besoin dans mes poches. Et je pense que ça peut se résumer. Alors évidemment, il faut avoir un peu d'argent. Mais en fait, quand tu pars en voyage, à partir du moment où tu as un smartphone, un passeport et de l'argent sur ton compte bancaire, tu peux partir sans rien. Tu peux te faire voler toutes tes affaires et te démerder. C'est-à-dire que tu as besoin de quoi ? Qu'est-ce que l'hôtel ne donne pas ? Une brosse à dents. Et sinon, tu as besoin d'un change de vêtements. Et à la limite, le change de vêtements, tu peux l'avoir sur toi. C'est-à-dire que tu peux avoir 2 t-shirts les uns sur les autres, 2 caleçons, une paire de chaussettes dans ta poche arrière. Ça peut le faire, en fait. Surtout si tu as un manteau. Tu peux mettre des trucs dans la poche de ton manteau. Donc, ça peut le faire. Et évidemment, c'est pas le voyage tout confort, mais c'est un voyage possible. Et moi, c'est un défi que j'aurais bien lancé un jour. Pour l'instant, jusqu'où je suis allé, mon dernier grand voyage, j'étais pareil. Je crois que j'étais au Vietnam, au Cambodge. Donc à l'autre bout du monde, et je suis parti avec un petit sac, mais vraiment un petit sac à dos de 2 kilos. Donc 2 kilos, c'est plus léger qu'un sac à main moyen. Et dedans, j'avais un change de vêtements, j'avais un iPad, non, j'avais même pas de caméra. Si, j'avais une petite caméra, petite DJI Osmo Pocket caméra qui est toute petite. Oui, je connais bien. Ouais. Vraiment cool. Et une lessive et un sac pour faire la lessive, donc un petit sachet de lessive en fait en poudre. Okay. Et donc tous les soirs je faisais ma lessive dans le sac, dans le lavabo de mon hôtel, et je faisais sécher le linge pendant la nuit, et le lendemain je mettais mon change de vêtements et puis comme ça je roulais comme ça et pendant combien de temps changes, en fait. Combien de temps t'as fait ça? J'ai fait ça j'ai dû voyager pendant 2-3 semaines comme ça. Ok, ouais, c'est cool. Quoi, le prochain objectif de voyage, c'est de partir sans rien. Alors, c'est peut-être pas forcément pour le prochain voyage, mais j'essaierai de faire ça un moment, c'est sûr. C'est-à-dire partir sans sac. Ok. En fait, ce qui est vraiment cool, c'est quand tu arrives dans la ville et que tu n'es pas obligé de repasser à l'hôtel pour poser tes affaires. C'est-à-dire que souvent, quand on voyage, ton avion il atterrit ou ton train il arrive et tu dis, faut que j'aille à l'hôtel, faut que je pose mes affaires, machin. L'hôtel, la chambre n'est pas forcément encore disponible, donc tu laisses ta valise, tu repars, tu reviens. Ce qui est vraiment génial comme sensation, c'est d'arriver à un endroit, d'avoir un sac sur tes épaules suffisamment léger pour te dire je fais ma journée. Donc je sais pas, tu vas aller boire un café quelque part, tu vas aller bosser je sais pas où, tu vas visiter un truc, tu vas te balader dans un parc. Et au moment en fait, et ça se combine très bien en fait avec le principe qui est de réserver son voyage au dernier moment. Au moment où tu commences à être fatigué, tu sors Booking sur ton téléphone et tu réserves ton hôtel le plus proche en fait. Tu étais dans je sais pas quel quartier, le dernier truc que tu as visité, et tu dis ok, je suis fatigué, hop, je réserve un hôtel et tu y vas tout de suite. Okay. Et tu te poses. Et ça c'est vraiment la forme de voyage la plus minimaliste évidemment, mais aussi celle qui te fait ressentir le plus de liberté. Parce que t'as pas d'affaires, t'as pas de trucs à trimballer, t'as pas de responsabilité, t'as pas d'engagement, t'as pas de programme à suivre, t'organises tes journées parfaitement comme tu veux. Tu peux bosser pendant ce voyage-là, il suffit d'avoir un ordi, tu te poses à un café, tu bosses. Pour les gens qui aiment bien la liberté, en termes de sentiment de liberté, c'est énorme de voyager comme ça. Alors évidemment, ça coûte un petit peu plus cher parce que il faut tout réserver au dernier moment, notamment les billets d'avion, ça coûte un petit peu plus cher, mais c'est pas aussi cher que les gens pensent souvent. Et en termes de liberté, c'est dingue quoi. Moi j'adore. Le fait de partir sans rien, ça me fait penser à une émission qui s'appelle Nu et culotté. Ouais, je sais pas si tu connais. Ouais. Avec Nance et Mousse, je crois que c'est comme ça.
Et eux, du coup, partent tout nus et sans argent. Et je trouve ça incroyable. Enfin, Ouais. Ça, c'est un peu extrême pour le coup. C'est carrément extrême. Et ils arrivent quand même à prendre l'avion dans un des épisodes, à faire des trucs de ouf, dingue, quoi. Ouais. Et sans vêtements, sans argent, quoi. Donc, moi, je suis hyper admiratif de. Moi, c'est pas du tout cette façon-là que je voyage. Oui, parce que non. eux, ils comptent vraiment sur le troc et la gentillesse des gens. Ouais. Ce que moi je sais pas faire. Moi j'ai vraiment besoin d'être autonome, c'est-à-dire je supporte pas. Tu sais, c'est comme le couchsurfing, donc le principe de dormir sur le canapé des gens quand tu voyages. C'est un truc que j'ai jamais fait et que je pourrais jamais faire parce que j'ai vraiment beaucoup de mal à demander des trucs aux gens. Tu vois. Moi j'aime bien être autonome, tu vois, payer tous mes trucs et rien devoir à personne. Mais du coup j'ai évidemment beaucoup d'admiration pour les mecs qui font ça et qui partent sans rien. Moi je suis un fan aussi de Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous. Pareil. J'adore ce type-là parce qu'il a en fait une façon de. C'est lui qui s'incruste chez les gens, mais en même temps, les gens sont hyper contents en fait parce qu'il leur apporte de la valeur, il les fait rire, il les amuse. C'est une confrontation des cultures et c'est complètement naturel. T'as pas, et c'est pareil pour Nuit et Culotté, je pense. T'as pas d'équipe de production derrière. Les gars partent vraiment tout seuls avec leur petite caméra. Donc en termes d'authenticité, tu peux pas faire mieux. C'est clair. Et puis avec tous les risques qu'il y a aussi à côté. Ouais, évidemment. Antoine de Maximi, dans un des épisodes, il a failli se faire assassiner. Enfin, c'est des trucs assez impressionnants. Et après, moi, je trouve que quand même, on se rend compte en voyant ça que le voyage, c'est pas si dangereux que ça. C'est-à-dire que généralement, tu t'en sors. Je sais que beaucoup de gens ont peur de voyager pour des raisons de sécurité, notamment les femmes. Et franchement, je sais pas, moi j'ai quand même pas mal voyagé. Alors j'ai pas voyagé dans des conditions extrêmes. Enfin voilà, récemment je voyage quand même dans plus de luxe qu'avant. Mais j'ai quand même pas mal voyagé. J'ai fait des centaines d'hôtels. Je me suis beaucoup fait arnaquer. J'ai beaucoup été victime des vendeurs à la sauvette, etc. Mais jamais je me suis senti vraiment en danger, tu vois. Jamais je me suis retrouvé vraiment dans une situation tendue pour ma vie ou pour ma sécurité ou pour... jamais, tu vois. Okay. Donc je pense que c'est un truc aussi à dire aux gens, c'est que, bon, évidemment, tu as des pays plus dangereux que d'autres, mais de manière générale, en tant que touriste, si tu es un petit peu prudent et que tu n'es pas complètement inconscient, il y a peu de chances qu'il t'arrive quelque chose en voyage. Je pense que tu as plus de chances de te faire agresser à Paris que dans beaucoup d'autres villes au monde en tant que touriste. Il faut juste être prudent, pas avoir des signes trop ostentatoires de richesse, peut-être pas aller dans des endroits trop craignos non plus, mais franchement ça va, tu vois, ça va. Et même Antoine de Maximi qui pousse le truc très loin, ou les mecs de Nuit et Culotté, ils n'ont jamais eu de vrais gros problèmes, tu vois, ça a été plutôt rare. C'est clair. Et puis la semaine dernière, tu étais au Maroc, non ? Ouais. Tout s'est bien passé ? Ouais, j'ai une galère, mais tu vois, galère de touriste évidemment, enfin c'est de ma faute. Je suis allé à Marrakech, jamais été. Je suis allé dans la Médina, qui est l'endroit hyper central et très touristique. Et en fait, c'est des petites ruelles où tu te perds très facilement. Et en fait, dans cet endroit-là, tu as énormément d'attrapes touristes et de mecs qui essaient d'arnaquer les touristes. Il y a des espèces d'arnaques en fait, qu'il faut connaître en arrivant. C'est-à-dire que le mec te dit non, c'est pas par là, ou non, c'est barré, ou non, tu peux pas aller par là. Et puis il t'emmène ailleurs. Et puis ensuite, c'est son pote qui te rejoint, puis t'emmène je sais pas où, puis après, il te demande de l'argent. Puis les mecs sont insistants, tu vois, ils veulent pas te lâcher. Et en fait, au bout d'un moment, ça t'arrive une fois, deux fois, trois fois, puis tu te rends compte que la moitié des mecs te disent de t'arrêter, mais qu'en fait c'est n'importe quoi, t'as très bien le droit de te balader où tu veux, et après tu te fais plus avoir. Et il y a plein d'autres endroits. Après je me suis baladé un peu en dehors de la Médina à Marrakech, aucun problème. Les gens sont hyper sympas. Mais tu vois, en fait il faut pas confondre attrape touriste et danger. C'est-à-dire que je me suis pas senti en danger. Je savais bien que les mecs c'était leur gagne-pain, et que ils essaient de gagner un peu d'argent par-ci par-là. Mais au bout d'un moment, tu te pars sans payer, le gars il va pas te planter un couteau dans le dos. Enfin, il y a quand même peu de chance, tu vois. En fait, c'est pas la même chose, si tu veux. Donc voilà. Ok. C'était magnifique, Marrakech, très beau. Je sais pas, tu connais un peu Non, je connais pas. Mais Mehdi connaît plus que moi, mais mais pas encore. C'est sympa quand même. Sans transition, on va passer à tes inspirations. Ouais. Quels sont les gens qui t'inspirent au quotidien ? Et comment, justement, trouves-tu ton inspiration ? Donc, tu me disais par la lecture, par le podcast, peut-être par des films, des séries. J'aimerais savoir quels sont, je sais pas, tu me fais un top 5 des gens qui t'inspirent le plus. Ok, on va commencer par Steve Jobs, qui m'inspire bien sûr par son parcours entrepreneurial, mais aussi par sa philosophie de vie. C'était quelqu'un qui poussait le truc plus loin, c'est quelqu'un qui a expérimenté beaucoup de choses dans sa vie, le minimalisme, le bouddhisme, le véganisme, enfin énormément de choses qu'il a expérimenté qui à mon avis l'ont amené à devenir ce qu'il est devenu, et à devenir une sorte de légende pour beaucoup de gens.
Et c'est aussi quelqu'un qui, à chaque fois qu'il ouvrait la bouche, disait des choses très intéressantes. Et c'est très difficile, malheureusement, de trouver des bonnes interviews de Steve Jobs sur YouTube, parce qu'il en donnait très peu. Et les seuls qu'il donnait, c'était à des types qui le harcelaient pendant 15 minutes sur pourquoi il n'y a pas Flash dans le dernier iPad. Tu vois, moi, ça me rend dingue. Je me dis, t'as Steve Jobs en face de toi, tu peux lui poser des questions plus intéressantes que pourquoi il n'y a pas Flash dans le dernier iPad, quoi. À l'époque, potentiellement, il y avait moins de chances de... tu vois, aujourd'hui, il y a des mecs comme... Enfin, il y a beaucoup de créateurs de contenu américains qui potentiellement pourraient l'interviewer aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était plus compliqué, tu vois. Enfin, oui, c'est vrai. Internet n'était pas aussi développé aussi. Enfin, c'est... Mais c'était aussi quelqu'un qui se méfiait beaucoup des journalistes et donc qui refusait les interviews. Qui se protégeait, ouais. Okay. Donc Steve Jobs, c'est quelqu'un qui m'inspire toujours énormément. Puis j'adore Apple, je suis un gros Apple addict, j'adore la philosophie qu'ils mettent dans leurs produits. Pour moi, c'est de l'art, tu vois, c'est-à-dire que c'est des produits vraiment très très bien pensés, qui respectent énormément l'utilisateur. Alors oui, il faut casquer, mais je trouve que tu en as pour ton argent. Moi, j'ai jamais été déçu d'un produit Apple, jamais. Enfin, tu vois, à part peut-être des petits trucs, tu vois, mais sinon t'es pas déçu, quoi. T'es plutôt satisfaction de dingue. Ensuite, dans le domaine artistique, je suis un fan de Alexandre Astier. Donc c'est le créateur de la série Kaamelott. C'est pareil, c'est un gars qui... Les gens qui connaissent pas Kaamelott pensent que c'est un peu style Caméra Café, que c'est un truc marrant. Et en fait, quand tu te plonges vraiment dedans, tu vois qu'il y a vraiment un art derrière, il y a un rythme, il y a une virtuosité dans cette série-là qui est exceptionnelle. Et quand tu adhères à cet humour-là, évidemment, t'es mort de rire et t'adores. Et Alexandre Astier fait partie aussi de ces gens qui donnent peu d'interviews, mais quand ils en donnent, c'est toujours passionnant. Et il peut parler de plein de sujets différents. Un peu comme Steve Jobs qui s'est intéressé à beaucoup de choses. C'est un gars qui a fait des spectacles sur la musique, sur l'astronomie, qui s'intéresse à... C'est un mec passionné et passionnant, quoi. Voilà, clairement, exactement. Et en fait, ces gens passionnés, quand tu adhères à leur façon de penser... tu peux vraiment les écouter parler pendant des heures. Et moi, ils m'inspirent, pas forcément parce qu'ils parlent des sujets qui m'intéressent, mais parce qu'ils en parlent bien et que moi, ils me stimulent en tant que créateur de contenu. C'est-à-dire que je regarde une conférence d'Alexandre Astier, ensuite j'ai un podcast enregistré, je vais être meilleur, typiquement. Un gars qui m'inspire aussi beaucoup pour la création de contenu, c'est Oussama Ammar, que tu connais peut-être si tu es un peu dans le monde des startups. C'est le gars qui a l'incubateur de startups. Que tu as interviewé il y a quelques semaines. Que j'ai eu la chance d'interviewer pour ma chaîne YouTube. J'ai un peu piégé, il n'a pas pu dire non. C'est une histoire marrante d'ailleurs, si on a que ça intéresse. C'est en fait, tu sais, j'avais eu l'affaire Lama Fâché, donc la journaliste qui m'a pris pour l'auteur de Lama Fâché, qui a fait un documentaire contre moi, qui a fait 1 million de vues. Et je m'en suis pris plein la gueule. Et puis il y a des mecs qui m'ont défendu et tout. Le truc, c'était la YouTube drama pendant un petit moment. Et en fait, cette journaliste, en l'occurrence, est en contact avec quelqu'un qui connaît Oussama Ammar. Et en fait, elle a vu qu'Oussama Ammar et moi, on était amis sur Facebook. Et donc, parce que Oussama Ammar est ami avec 3000 personnes sur Facebook, tu vois. Et du coup, elle a demandé à cet ami de demander à Oussama de me demander mon numéro de téléphone. Parce qu'à un moment, elle voulait me contacter pour l'enquête. La complexité de... Ouais, c'est ça. Et je me dis, putain, tu peux contacter Oussama Ammar et tu le contactes pour me demander mon numéro à moi. Mais t'es dingue. Trop stylé. Moi, c'est genre un truc qui me rend fou, tu vois. C'est comme les mecs qui font chier Steve Jobs avec l'histoire de Flash dans l'iPad, tu vois. Ça me rend fou. Je me dis, putain, t'as accès à Steve Jobs, t'as accès à Oussama. Pose-lui des questions intéressantes. Le mec Et c'est des mecs en fait qui ont évidemment une aura parce que ils parlent de manière très quand ils parlent, t'entends des choses que t'as jamais entendues ailleurs. C'est-à-dire que c'est très un esprit très contrarien. C'est pas du tout des banalités. Voilà. Et moi j'aime bien les gens parce qu'en fait la plupart d'entre nous on dit que des banalités toute la journée. Moi parfois je dis un truc et parfois je dis putain c'est tellement con, c'est tellement déjà entendu, déjà vu 1000 fois. Et quand tu es créateur de contenu, la banalité c'est pas ce qui te permet de devenir fascinant et de monter une carrière. Donc il faut réussir à sortir de la banalité. Et des mecs comme Oussama Ammar le font avec une très grande intelligence, une très grande pertinence. Et évidemment, je partage ses idées parce qu'il faut bien sûr partager ses idées, sinon tu peux pas le blairer. Il y a des gens qui le détestent, il y a des gens qui l'adorent, comme tous les gens qui sont courageux dans leur prise de position. Donc Oussama Ammar m'inspire beaucoup pour la création de contenu, même si moi les startups je m'en fous un peu, tu vois, mais j'ai quand même appris des choses avec lui. Ok. Jean Rivière, je t'en avais parlé, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup formé et qui m'a aussi transmis des idées très importantes sur la liberté. Il lui-même a été inspiré par un gars qui s'appelle Dan Kennedy. Dan Kennedy, c'en est un dans le marketing, mais un autre qui a des théories très intéressantes sur la liberté qui s'appelle Harris Brown, qui a écrit un bouquin qui s'appelle How to Live Free.
in a non-free world, quelque chose comme ça. Comment vivre libre dans un monde qui n'est pas libre. Ou non, c'est pas ça, c'est How I Found Freedom in a Non-Free World. Donc comment j'ai trouvé la liberté dans un monde qui n'est pas libre. Ce bouquin, c'est pareil, quand tu es quelqu'un qui est intéressé par la liberté, tu lis et tu te fais wow, putain. Vraiment, ça te donne des clés, des choses très importantes. Qu'est-ce que j'ai oublié? En fait, il y en a plein. En fait, il y a des mecs aussi qui m'inspirent, qui ont vraiment rien à voir avec mathématiques, mais que j'aime bien écouter. Lucchini. Moi, je suis voir tous les films avec Fabrice Lucchini. En fait, tous les gens qui, enfin, évidemment, ce type-là a une façon de parler, une virtuosité. C'est pareil, c'est la virtuosité. Faut aller voir ses spectacles, c'est ce qu'il y a de meilleur. En fait, il manie à la fois, il va te faire du La Fontaine, et puis juste après, il va te faire une blague sur la branlette. Ou, tu vois, genre, il manie vraiment le changement des genres d'une seconde à l'autre. Il le fait très très bien, il parle extrêmement bien. Et c'est pareil, si tu as du mal à t'exprimer pour un podcast, tu regardes 5 minutes de Lucchini. Moi, à un moment, ce que je faisais aussi, c'est que je mettais une photo de Lucchini à côté de mon micro. Sérieux? C'est pas parce que je lui vouais un culte religieux. À côté de Steve Jobs. Et non, mais ouais, j'ai une vraie photo, j'ai un poster de Steve Jobs chez moi, donc faut pas se foutre de ma gueule. Non, mais attends, mais Lucchini, je mettais une photo de Lucchini à côté de mon micro parce que ça m'aidait à mieux parler. C'est-à-dire que quand je sentais que je devenais chiant, je voyais Lucchini et je me disais mais attends, c'est pas comme ça lui qui parle, tu vois. Et là ça y est, je partais dans les trucs, tu vois. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a un moment tu parles fort, tu t'emballes, et puis à un moment tu parles plus fort du tout, tu commences. En fait, ça c'est aussi ce qui peut rendre un contenu en podcast par exemple plus intéressant, plus vivant. Donc c'est un gars qui m'inspire beaucoup, puis c'est un gars, je sais pas, moi j'aime bien sa façon de penser. Il a des idées, il est trop modeste sur ses idées, mais il a vraiment des idées intéressantes, je trouve. Et j'aime bien ses idées politiques sur la droite, la gauche. Il est souvent très pertinent. En fait. Non, c'est clair. Il arrive à débunker il est excellent ce mec. Les hypocrites de manière très astucieuse et sans jamais se mettre personne à dos en plus. Donc il est très très fort. J'aime beaucoup Lucchini. Ouais. Et justement, dans ta manière de créer des podcasts, quand tu crées des podcasts, ce qui est impressionnant, c'est qu'à chaque fois, c'est en total impro. Est-ce que tu te fais une petite trame avec quelques petits mots? Ou est-ce que t'as une petite fiche? J'ai une petite fiche avec des mots-clés. Okay. Jamais de phrases, juste des mots-clés. Okay. Quand il y a des phrases, c'est juste quand il y a une phrase importante que je veux redire telle quelle, mais sinon c'est que des mots-clés. Parce que plus t'en écris en fait sur tes notes, plus ensuite c'est difficile d'improviser. Et souvent en fait tes notes En fait ça m'arrive de faire des notes et en fait de pas du tout les lire. Tes notes te servent plus à te rassurer qu'à vraiment avoir quelque chose à dire. C'est pas forcément les notes sont pas forcément indispensables quand tu fais du contenu, mais ça aide d'avoir un truc. Si tu sais plus quoi dire, tu regardes tes notes, t'as un mot, hop, ça te relance. Mais apprendre à improviser, c'est un truc qui aide beaucoup quand t'es créateur de contenu. Il y a des créateurs de contenu qui le font pas du tout, qui écrivent tout de A à Z, toutes leurs vidéos. Mais je pense que c'est bien, ouais, ça fait des bonnes vidéos. Mais si un jour tu dois faire une conférence ou si un jour tu dois répondre à une interview, ça perd en spontanéité, clairement. Ouais, si un jour tu dois répondre à une interview ou faire un débat, tu vois, c'est toujours bien d'être capable de maîtriser suffisamment tes idées pour en parler naturellement. Et pour ça, il faut beaucoup en parler de tes idées. Il faut beaucoup écrire aussi, ça peut aider. Voilà, il faut vraiment connaître tes positions sur les choses, je pense. Tu vois, là, tu m'as lancé sur plein de trucs différents. C'est forcément des choses auxquelles j'ai déjà parlé, soit dans un podcast, soit dans un email, soit dans une vidéo, soit dans une interview. Donc, c'est facile, si tu veux, pour moi, d'avoir une stratégie ou une opinion ou une réponse préparée là-dessus. Je ne connaissais pas tes questions à l'avance, mais le fait d'y avoir déjà répondu autre part, bah, ça me permet ça devient un automatisme. Tu vois. On parle de toi, donc c'est facile, c'est sûr. Mais tu vois, il y a des trucs, genre, c'est quoi ton truc avec le minimalisme? Je pourrais dire, je sais pas, j'en sais rien. Mais en fait, le fait d'en avoir déjà parlé, pas seulement l'avoir vécu, mais d'en avoir parlé dans des contenus, ça m'aide à avoir des théories, si tu veux, sur le sujet. Donc c'est pas mal d'apprendre à improviser. Et pour ça, la création de contenu, c'est la meilleure école pour ça, je pense. C'est clair. Ouais, le minimalisme, je l'avais vu dans une de tes vidéos où justement t'expliquais ce que c'était et comment tu voyageais justement avec cet état d'esprit. Donc c'est hyper intéressant. Et puis c'est plus facile d'interviewer quelqu'un qui a créé 10 000 contenus que quelqu'un qui finalement on connaît très peu de choses sur lui. Et maintenant on va passer à ton entourage. Donc ce que tu as déjà appelé les moldus dans un de tes contenus. J'aimerais savoir, est-ce que ton entourage connaît ton business? Bon, j'imagine que oui. Mais est-ce que lorsque nous sommes entrepreneurs du web, il est important de ne pas trop en dire à sa famille, à son entourage? C'est pas le problème de pas trop en dire, c'est plus le problème de ne pas mettre leur opinion sur ce que tu fais au même niveau
que l'opinion des gens qui sont importants par rapport à ce que tu fais. En fait, ton entourage, ils sont importants pour certaines choses, ils sont importants pour la partie affective de ta vie, ils sont importants peut-être pour faire des projets familiaux en interne, mais ça s'applique à n'importe quel projet en fait. Dès que tu as un projet que n'ont pas fait les gens qui t'entourent, ou qui n'intéressent pas les gens qui t'entourent, pourquoi est-ce que tu irais leur demander leur avis? C'est comme si moi j'ai envie de me lancer dans la cuisine thaïlandaise et je vais voir des gens au hasard dans la rue et je leur demande de me donner des recettes, tu vois. Si je veux trouver des bonnes recettes, il faut que j'aille voir des chefs cuisiniers de cuisine thaïlandaise, tu vois ce que je veux dire. J'aurai toujours des meilleures recettes que si je vais voir Madame Michu dans la rue et que je lui demande voilà, quelle est sa meilleure recette. Et c'est un peu pareil, c'est que les gens qui nous entourent, ils sont bons pour plein de choses, mais ils ne sont pas forcément bons pour le projet qu'on veut réussir. Et donc, les meilleurs avis que tu peux avoir par rapport à ce que tu fais, c'est des avis de gens qui l'ont déjà fait et surtout qui ont réussi, qui ont eu des résultats avec. Donc, entre l'avis, je sais pas, moi je veux me lancer dans la création de contenu, entre l'avis d'un gars qui fait ça depuis 10 ans, qui a des super résultats, qui gagne sa vie, etc., et l'avis de ma mère ou de mon père, même si ma mère ou mon père sont plus importants pour moi affectivement, je sais que l'avis du gars qui fait ça depuis 10 ans a plus de valeur dans le cadre de ce projet-là. Donc le problème souvent, c'est qu'on veut avoir, j'ai le sentiment, moi c'est le problème que j'avais, c'est le problème que beaucoup de gens qui me suivent, c'est qu'on veut avoir la validation de son entourage. Et c'est important, c'est normal, on a envie de se sentir soutenu, on a envie de se sentir, on a envie de sentir qu'on n'est pas tout seul, que les gens nous croient, qu'ils nous font confiance. Et en fait c'est difficile parce que tu te lances dans un projet que les gens ne comprennent pas. Comment tu veux qu'ils croient en toi, tu vois, c'est compliqué. Donc les gens qui vont croire en toi, la plupart du temps, ils vont faire semblant et tu vas le sentir. Et c'est pas forcément une bonne chose parce que peut-être que tu es en train de faire de la merde, tu vois. Et les gens qui vont pas croire en toi, ça va te déprimer, ça va t'énerver. Et donc le mieux, c'est de te dire, bon voilà, je fais mon truc de mon côté, peu importe ce qu'ils en pensent, j'essaie d'y arriver. Et puis au lieu d'essayer de les convaincre que ça va marcher, je le fais. Et puis si ça marche, ils verront bien, tu vois. Moi, les gens qui y croyaient pas, je leur en veux pas. Évidemment qu'ils y croyaient pas. J'étais un petit jeune de 17 ans qui espérait pouvoir gagner sa vie en faisant des articles de blog. Évidemment qu'ils y croyaient pas, tu vois. Sauf que maintenant, ils voient bien que j'en vis depuis 4 ans et que ça marche bien. Donc, ils sont obligés d'y croire. Donc, c'est plus simple, si tu veux, de convaincre une fois que tu l'as fait que de convaincre avant de le faire. Donc, au lieu de mettre toute ton énergie à essayer de convaincre des gens qui, de toute façon, ne seront pas convaincus tant que tu l'auras pas fait, mets cette énergie-là dans ton projet pour essayer d'y arriver. Puis pour te développer toi-même, justement, Oui, bien sûr. C'est important. Ouais. Tout à l'heure, on a parlé de tes rencontres pendant les voyages. Maintenant, on va parler des rencontres en général et des rencontres qui ont impacté ta vie et les décisions de ta vie, justement. Est-ce que tu peux nous en parler ? Une rencontre importante, c'est celle que j'ai fait. En fait, c'est tous les gens que j'ai rencontrés dans mon coworking quand j'ai travaillé en alternance. Parce que c'est très important en fait d'être entouré de gens qui ont fait ce que tu veux faire. C'est une aide énorme, on ne s'en rend pas compte, mais la barrière la plus importante, c'est la barrière psychologique. On se dit, j'en suis pas capable, c'est trop difficile, pourquoi moi et pas quelqu'un d'autre, pourquoi j'y arriverai, je suis pas un expert, on a le syndrome de l'imposteur. Donc le fait de voir des gens qui sont souvent assez normaux, qui ont les mêmes défaillances que toi et qui ont des résultats vachement bons, et de côtoyer ces gens-là, mais vraiment de côtoyer, c'est-à-dire de sortir avec eux, de faire la fête avec eux, de picoler avec eux, de déjeuner avec eux le midi, de bosser avec eux, ça te permet de te mettre à leur niveau et te dire si eux ils l'ont fait, moi aussi je peux le faire. Donc ça, c'est des rencontres importantes que j'ai fait à ce moment-là, qui m'ont beaucoup aidé. Ensuite, il y a la rencontre avec Jean Rivière aussi dont je t'ai parlé, qui pareil m'a permis de me dire, ok, ce mec que je mettais sur un piédestal, que je considérais presque comme un dieu, en fait c'est un gars normal qui a ses problèmes, qui a ses difficultés, et s'il a réussi, c'est parce qu'il a suivi telle ou telle méthode. Et donc si moi je suis telle ou telle méthode, je peux y arriver aussi. C'est pas parce que cette personne a une nature différente, c'est pas parce qu'il a pas le même sang, c'est simplement parce qu'il a suivi ces méthodes-là. Donc ça m'a aidé. Ensuite, j'ai pas réfléchi à cette question. Il y a forcément des gens que j'ai rencontrés qui m'ont fait changer. Évidemment, les gens dans ma vie personnelle qui m'ont aidé à changer, à évoluer. Bon, ça comme tout le monde, je pense. Après, moi, je suis très rencontre virtuelle aussi. C'est-à-dire que j'ai pas forcément besoin de rencontrer la personne en vrai. Il y a des créateurs de contenu, tu vois, par exemple, Oussama Ammar, je l'ai rencontré en vrai, ça n'a pas changé grand-chose. Toutes les choses qu'il a changées dans ma vie, qui m'a permis d'accomplir dans mon business, c'est pas ce qu'il m'a dit quand on s'est rencontrés en vrai. C'est tout ce que j'ai vu dans ses vidéos, dans ses audios, etc. Donc, moi, les rencontres virtuelles peuvent me suffire dans beaucoup de cas, je pense.
J'ai beaucoup de mentors virtuels, j'ai pas forcément besoin de rencontrer les gens en vrai. Ok. J'ai pas forcément besoin de me faire coacher par exemple. Ce business, je l'ai monté en suivant des formations en ligne à distance d'un mec qui me connaissait même pas, tu vois. Donc j'ai pas forcément besoin de me faire coacher, mais je sais que certaines personnes ont vraiment besoin de ce contact humain. Mm. C'est une Ouais, question non, de c'est clair. personnalité, Oui, c'est clair, ça dépend de chacun. C'est clair. On va parler de tes rêves. Est-ce que tu as encore des rêves? C'est Putain, la question horrible. La quoi. question horrible, c'est-à-dire, non mais je dis ça parce que aujourd'hui, enfin, tu vis finalement ce que tu voulais être, tu vois. Bien sûr, ouais, ouais. Tu fais un contenu quotidien qui te prend un minimum de temps Ouais. et qui te laisse du temps justement pour des choses que tu veux en fait. Ouais. Donc c'est pour ça, c'est quoi ton prochain objectif? Tu rêves de quoi en fait? Ouais, non, mais c'est une bonne question parce que mon rêve, c'était vraiment de vivre de mes contenus. Voilà, c'est ça. Il y a quelques années. Et c'était mon rêve et je me disais quand j'aurai ça, je serai le plus heureux du monde. Et en fait, tu te rends bien compte que même si aujourd'hui je suis très heureux dans ma vie, il suffit pas de réaliser un de tes objectifs pour que ça y est, tu as atteint un niveau de bonheur qui soit parfaitement lisse jusqu'à la fin de tes jours et que tout soit parfait. Ça c'est impossible. Ça, c'est dans les belles histoires, mais en vrai, ça se passe pas comme ça, tu vois. Et je pense qu'on a toujours besoin d'avoir des défis. Moi, j'ai besoin d'avoir des défis pour fonctionner. J'ai besoin d'avoir des choses que je vise. Ça peut être dans un cadre professionnel, ça peut être dans un cadre personnel, ça peut être dans un domaine de changement de vie, ça peut être des choses que j'ai envie d'expérimenter. Je dirais qu'en ce moment, le plus important pour moi, en fait, j'ai trouvé un truc qui me convient vraiment. J'ai envie de le faire évoluer le plus loin possible. Et j'ai envie aussi, c'est quelque chose d'un petit peu nouveau, mais que je me suis rendu compte qu'il prenait vraiment de la valeur avec les années. J'ai envie de raconter une belle histoire. Vraiment pour moi, c'est plus pour moi que pour les autres, tu vois. C'est-à-dire que j'ai envie de pouvoir me retourner à 40 ans, à 60 ans, ou plus tard, peut-être avec mes petits-enfants sur mes genoux, et pouvoir leur raconter mon histoire en étant fier et en me sentant bien. Et j'ai remarqué que j'ai développé une sorte de nostalgie naturelle avec ce que j'ai fait, notamment quand je regarde justement ces vieux vlogs en Asie et tout. Enfin, ces vieux vlogs, ils ont 3-4 ans, tu vois. Mais, c'est vieux. Mais pour moi, c'est vieux. Et forcément, quand je regarde ça en Asie et tout, j'ai nostalgie, mais nostalgie positive. C'est-à-dire que je me dis, je suis vraiment fier d'avoir fait ça. Je suis vraiment fier d'avoir vécu ça. Je suis vraiment fier d'avoir expérimenté ça. Et aujourd'hui, j'ai envie de continuer, si tu veux, à expérimenter des choses, à prendre les décisions un petit peu folles que monsieur tout le monde ne prendrait pas, mais qui font qu'après, je serai fier de raconter mon histoire. C'est-à-dire qu'entre la décision raisonnable et la décision excitante, je vais plutôt choisir la décision excitante. Maintenant, je fais gaffe. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose de réversible. Si c'est quelque chose d'irréversible, tu peux te retrouver dans la merde. Moi, j'ai besoin de ne pas trop m'engager, de garder une certaine liberté. Il faut que ça puisse être réversible, mais à partir du moment où c'est réversible, je vais plutôt faire le choix de la folie que de la raison. Parce que jusque-là, ça m'a plutôt réussi. Et si tu veux, dans mon activité, ça va prendre la forme du jour au lendemain. Je vais arrêter de faire ça, puis je vais faire un truc qui n'a rien à voir. Tu vois, par exemple, au début, je faisais des articles de blog, ça marchait bien. Puis d'un coup, je suis passé aux vidéos quotidiennes. Et tout le monde m'a dit, mais quoi? En plus, mes vidéos, elles étaient pourries, tu vois. Donc, ils me disaient, quoi? Mais c'est quoi cette merde? Tes articles, ils étaient bien, pourquoi t'as arrêté et tout? Pendant 1 an et demi, j'ai fait que ça. Ensuite, j'ai arrêté complètement les vidéos. J'ai fait que des audios du jour au lendemain, tous les jours. Pareil, les gens m'ont dit, quoi? Mais c'est nul. Les vidéos, c'était beaucoup mieux. On avait l'image, pourquoi on n'a plus l'image et tout. Et puis, l'année dernière, j'ai tout planté. Puis, je me suis dit, maintenant, je fais plus que des mails, tu vois, des mails quotidiens. Pareil, tu vois. Et en fait, à chaque fois, ça marche parce que tu te rends compte que finalement, ton audience, elle te suit. Et très souvent, on surestime le danger, tu vois. Vraiment, je pense que c'est un truc qui empêche beaucoup de gens de passer à l'action et beaucoup de gens de réaliser leurs rêves, c'est que les gens surestiment le danger. Les gens se disent, si je fais pas ce métier-là, je vais être en danger. Mais tu vois, c'est pas des dangers de mort. Je veux dire, même si à un moment, tu es dans une galère financière, je veux dire, tu es en France, tu vas pouvoir bouffer, tu vas pouvoir quand même avoir un toit, enfin... Tu vas pas te retrouver à la rue, il y a quand même extrêmement peu de chances que ça arrive. Je veux dire, c'est des gens qui sont désocialisés, tu vois, dans la rue. T'as quand même un contact avec la vie réelle, t'as quand même une éducation, t'as fait des études, t'es intelligent, tu peux t'en sortir en fait. Et donc, je pense qu'il faut se faire confiance à un moment et arrêter de voir tout le temps le danger partout et se dire, ok, sincèrement, c'est quoi la pire chose qui puisse m'arriver? Bon, je vais un peu galérer, je vais échouer, ça va être décevant, je vais décevoir un peu les gens autour de moi.
Mais tu vois, sur toute ta vie, est-ce que les gens vont vraiment s'en souvenir de ça, tu vois? Ce qui est important, c'est la big picture, c'est ce que tu crées sur le long terme. La pire chose, moi, je considère qu'il puisse m'arriver, c'est d'avoir des regrets, c'est de vieillir en me disant putain, j'ai une vie mortellement chiante. J'aurais dû faire ça. Ouais, voilà, j'avais des rêves, j'avais des envies, j'ai tout enterré pour avoir une vie de merde. Enfin, tu vois, c'est ça, moi, en fait, qui me fait le plus peur. Voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même la chance de vivre dans une société qui nous laisse de la liberté. Et cette liberté-là, c'est quand on est quelqu'un qui tient beaucoup à sa liberté, c'est criminel de ne pas l'utiliser, quoi. Donc il faut l'exploiter, il faut l'utiliser. Tu peux voyager, voyage. Si t'aimes ça, évidemment, mais si t'aimes voyager, voyage. Tu peux monter ta boîte. T'as envie de le faire, monte ta boîte. Qu'est-ce que t'attends, tu vois? C'est quoi la pire chose? Bon, bah, au pire, tu vas échouer. Et alors, tu vois? La boîte, c'est même pas ton argent. Je veux dire, si tu fais faillite, tu vas garder ton appart. Il y a pas de problème. Donc c'est dommage. Je pense que c'est vraiment dommage de pas exploiter les possibilités qu'on a à l'heure actuelle. Je suis d'accord. On vit dans une époque... Et puis avec Internet, ça te demande rien de créer une boîte. Je veux dire, la boîte à la grand-papa, avant, il fallait faire un emprunt à la banque, il fallait gratter de l'argent chez toute ta famille. Aujourd'hui, tu as besoin d'un smartphone, quoi, tu vois. Tu l'as déjà, ton smartphone. Tu as juste besoin, vivre de son contenu, tu as juste besoin de faire de la putain de vidéo. Ça te demande aucun coût. Ça te demande juste de le faire, en fait. Et il y a encore des gens qui ont peur de le faire. Et je comprends qu'ils ont peur, parce que je suis passé par là aussi. Mais le message que je voudrais dire, c'est la peur est purement irrationnelle dans ce cas-là. C'est purement irrationnel. Moi, franchement, je m'en suis pris plein la gueule, tu vois, sur YouTube et partout. Mais je suis toujours là et je serai toujours là. Tu vois, je serai toujours là dans 10 ans. C'est la meilleure réponse que tu peux faire aux haters, aux gens qui t'aiment pas, aux gens qui croient pas en toi. C'est d'être toujours là dans 10 ans et qui voient toujours ta putain de gueule, qui est là tout sourire à avoir du succès, en fait. Ouais, je suis d'accord. C'est une bonne façon, finalement, de je sais pas, de vaincre... Voilà, je sais pas comment finir cette phrase. Pas de souci, on va enchaîner sur justement les peurs et les doutes. Est-ce que tu as, j'imagine forcément, enfin c'est sûr, est-ce que tu as déjà douté? Est-ce que tu as déjà eu peur de justement de choses liées à ton business finalement? Au début, j'ai eu très très peur que ça s'arrête. Peur très nourrie par ma mère qui, à chaque fois qu'on se voyait, j'adore ma mère vraiment, elle est pas du tout, elle fait pas du tout partie de mes haters. Hein. Mais à chaque vidéo, à chaque fois qu'on se voyait, elle me faisait une remarque qui voulait dire en mode ah, ça bien, ça marche toujours ta boîte, ça n'a pas encore fait faillite. Genre en mode quand est-ce que ça te pète la gueule en fait, tu vois. Elle attendait le jour où ça allait se péter la gueule. Et moi j'avais peur aussi de ça, c'était contagieux. C'est-à-dire que moi aussi je me disais c'est trop beau pour être vrai. Il y a un moment où ça va plus marcher. Et puis au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça marche toujours bien. Tu te rends compte que tu as une audience solide, que cette audience tu peux la renouveler, que tu peux toujours avoir de nouvelles idées, que les idées c'est inépuisable. Que tu dépends de personne parce que tu crées ton contenu tout seul, que tu peux changer de plateforme, que ta chaîne YouTube peut être supprimée du jour au lendemain et que tu peux continuer à gagner ta vie avec. Au bout d'un moment, tu te rends compte quand même que tu as créé quelque chose d'assez solide. Donc ça, c'est une peur que j'ai perdue avec le temps. En fait, il faudra vraiment que je perde la capacité à créer du contenu et donc que j'ai des problèmes qui soient encore plus graves que ça, c'est-à-dire que j'ai des problèmes de cerveau, si tu veux, pour que, à mon avis, pour que vraiment je puisse plus gagner ma vie avec ça. Donc ça, c'est la première peur. Ensuite, il y a... comment dire Ensuite, il y a bien sûr la peur de ce que vont penser les gens, la peur de décevoir. C'est plus ça. C'est-à-dire que tu as une audience, tu as quand même créé un lien fort avec cette audience-là. Et cette audience, tu peux toujours dire des choses qui vont la décevoir, tu peux toujours faire des choses qui vont la décevoir, et il y a des choses, je pense, qu'elle ne te pardonnera pas. Évidemment, une audience, c'est pas une entité, c'est pas une entité unique, c'est des gens qui évoluent, c'est un groupe de gens, donc tu peux perdre des gens, puis il y a de nouvelles personnes qui arrivent. Mais c'est toujours stressant de se dire, ok, si j'envoie ce mail-là, ou si je poste cette vidéo-là, ou si je dis cette phrase-là, est-ce que je vais pas les décevoir? Est-ce qu'ils vont pas me lâcher? Parce que tu dépends quand même de ces gens-là, en fait, quelque part. Et puis justement, je trouve que tu as réussi à te créer une très belle audience qui est extrêmement, qualitative. Ouais, bah ça c'est important si tu veux gagner ta vie avec, c'est capital. Après, ouais, il y a aussi un truc, c'est que j'ai essayé de m'immuniser contre ça, contre la peur de décevoir mon audience, en étant souvent dans la provocation et en tout cas dans le franc-parler. C'est-à-dire que ça va m'arriver de dire des choses, même si je ne pense pas à 100%, d'oser dire des choses que j'aurais pas forcément osé dire dans d'autres circonstances. Ça m'arrive même de dire des trucs, ça m'est arrivé notamment dans les podcasts où je me lâchais particulièrement, de dire des trucs que j'ose même pas dire devant des amis, tu vois. Des choses que j'ose même pas dire devant des amis ou devant de la famille, mais que j'ose dire devant le micro. Et en fait, je me suis rendu compte que oui, il y avait une partie des gens que ça faisait fuir, évidemment, mais de toute façon, souvent, c'est les gens qui n'auraient pas acheté chez toi.
Mais il y a aussi une partie des gens qui aiment bien cette prise de risque que tu fais, qui aiment bien te voir évoluer. T'as des gens, enfin moi je sais que l'audience qui me suit, c'est des gens qui aiment me voir expérimenter parce que c'est des gens qui veulent faire, qui veulent vivre de leur contenu ou qui vivent déjà de leur contenu. Et donc le fait de voir un gars qui prend des risques dans la création de contenu et qui retombe sur ses pattes, c'est quelque chose qui les rassure aussi. Et donc c'est une valeur que je peux leur apporter de cette manière. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, c'est clair. Mais en fait aujourd'hui j'ai plus vraiment peur. Enfin pour être honnête avec toi. J'ai pas peur parce que ça fait 4 ans que je le fais et que ça marche et je sais ce qui marche, je sais pourquoi ça marche, je sais comment ça marche et je sais comment le refaire. Et j'ai la formule, je veux dire, je l'ai enseigné à des tas de gens qui ont eu des succès de dingue, donc je sais la formule en fait. Donc j'ai pas peur et puis ça dépend pas d'une... C'est la vente en fait que tu as. En fait, le cœur de ce business-là, c'est d'apprendre à vendre en direct, c'est-à-dire d'être en face de quelqu'un et de le séduire et de le convaincre. Et ça change pas en fait. Genre, ça dépend pas d'un outil ou ça dépend pas. C'est pas comme le dropshipping où il y a une faille, les mecs s'achètent sur AliExpress, ils revendent sur Shopify et puis ça marche pour l'instant. Mais tu vois, ça exploite quand même une sorte de faille. Là, c'est pas un truc qui exploite une faille. C'est-à-dire que la vente, ça existe depuis la nuit des temps. En fait, le gamin qui essaie de convaincre sa mère de lui acheter un pain au chocolat, c'est déjà de la vente. Et en fait, il n'y a pas les méchants qui vendent et puis les gentils qui vendent pas. Il y a juste les bons et les mauvais vendeurs. Et je pense que devenir un bon vendeur, c'est une compétence qui est complètement sous-estimée. Alors surtout en France, mais de manière globale, c'est une compétence qui est vraiment sous-estimée. On n'apprend ni ça à l'école, ni même à l'école de commerce. Je ne sais pas où est-ce qu'on apprend ça. Je ne sais pas s'il y a un endroit où on apprend ça. Peut-être en bac pro vente, j'en sais rien, mais il y a très très peu d'endroits où on apprend à vendre. Et c'est un truc qui peut tellement être utile, je sais pas, même en cas d'effondrement total du système et tout. Tu sais vendre, tu peux te démerder. L'art de vendre, justement. Ouais. Tu peux survivre. Tu peux apporter aux gens ce dont ils ont besoin, tu peux te faire payer. Les gens, ils se rendent pas compte de ça, mais tu sais, ils veulent un métier, ils veulent rentrer dans une case, un métier qui est payé. Mais tu es vraiment payé à la vente, en fait. T'es payé. La vente, c'est quoi ? C'est trouver ce dont les gens ont besoin, le trouver, donc le créer, le produire ou le faire importer ou j'en sais rien, et leur présenter de la meilleure façon possible. C'est la seule, en fait, il y a toujours la vente au bout d'un moment. Tu prends n'importe quelle entreprise, il y a un produit qui est vendu à un client au bout d'un moment. Donc la vente, c'est la compétence centrale si tu veux gagner ta vie. Non, c'est clair. C'est clair. Et toi qui a créé énormément de contenu, et on reste jeune en plus, est-ce que tu as déjà eu le syndrome de l'imposteur ? Oui, bien sûr, ouais, comme tout le monde. Je l'ai toujours, mais c'est normal. Tu l'as toujours ? Ça dépend. Ça m'arrive de sortir un peu de ma zone de confort, de sortir de ma zone de compétence. Et je l'ai. Mais en fait, moi, je me suis jamais pris pour un expert et j'ai pas l'intention de le devenir. C'est ça aussi. C'est que j'aime pas les experts. En fait. J'ai vraiment un problème avec les experts. Je viens d'une famille de médecins, donc je sais ce que c'est qu'être expert. Je sais à quel point ça peut être pénible pour les autres. Et je sais aussi quelles sont les défaillances des experts. En fait, évidemment que les experts, c'est important et qu'on en a besoin, mais ça, tout le monde le sait. J'ai pas besoin de dire ce que tout le monde sait déjà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les experts ont aussi des défaillances. C'est très difficile d'être créatif quand on est un expert parce qu'on connaît trop bien son sujet pour être capable de prendre du recul. Et c'est très difficile d'aider les gens, notamment dans le domaine de la création de contenu ou de la formation, quand on est un expert. Parce que quand on aide des débutants à atteindre un niveau que nous, on a atteint depuis 10 ans ou depuis 20 ans, on ne sait plus du tout ce que c'est qu'être débutant. Tu sais, on reproche souvent aux hommes politiques d'être déconnectés du monde réel. Et évidemment, parce que quand tu as fait l'ENA, puis que tu as fait 20 ans de politique, comment tu veux savoir ce que c'est qu'être le français moyen ? Et c'est un peu pareil pour les créateurs de contenu, en fait. C'est-à-dire quand tu es un expert de ton domaine depuis 20 ans et que tu veux l'enseigner à des gens qui ne l'ont jamais fait, comment tu veux, en fait, comprendre ces gens-là, parler à ces gens-là, vendre à ces gens-là, si tu connais pas leur vocabulaire, si tu connais pas leur vie, si tu connais pas leurs problèmes, parce que tu es complètement déconnecté, ça fait trop longtemps. Donc moi, j'ai vraiment un problème avec les experts. Et en plus, les experts les experts sont très énervants parce que ils se mettent sous forme de mafia et ils interdisent, ils essayent de bloquer par la force tous les gens qui essayent de les concurrencer et qui sont pas des experts. Par exemple, je sais pas, j'avais une abonnée qui faisait du développement personnel et qui parlait de psychologie. Mais elle n'était pas psy, tu vois, elle en parlait. Et en fait, elle s'est pris la mafia des psys là, qui lui est tombée dessus en mode lettres de menaces, lettres d'insultes et tout. Mais tu vois, les psys qui sont censés être quand même plutôt zen, et il s'est pris des lettres d'insultes de la part de psys, tu vois. Il disait comment les lobbies. Ouais, non, mais c'est vrai. Et tu vois, les gens ne le savent pas, mais il y a des mafias des psys qui font que les gens qui sont pas psys et qui essaient d'aider les gens et qui y arrivent, notamment les coachs par exemple,
se font harceler par des psys qui trouvent ça scandaleux que des mecs qui n'aient pas eu leur diplôme fassent du meilleur boulot qu'eux. Parce que c'est ça la vérité souvent, c'est que des mecs qui n'ont pas de diplôme arrivent à faire de meilleurs boulots et arrivent à avoir de meilleurs résultats que des gens qui ont fait 10 ans d'études. Parce qu'il ne suffit pas forcément de faire 5 ou 10 ans d'études pour être capable d'apporter du résultat. 5 ou 10 ans d'études, ça te donne un diplôme qui te permet d'entrer dans certaines sphères et qui permet de prétendre à certains titres et qui permet de montrer aux gens que tu as une capacité de travail. Mais c'est pas la preuve que tu es capable de soigner les gens. Regarde ce qui se passe avec les médecins. C'est fascinant ce qui se passe avec les médecins aujourd'hui parce que énormément de gens vont voir sur YouTube des gourous de la nutrition qui leur montrent comment bien manger. Et les médecins, ils s'en plaignent. Alors pas tous, mais tu as des médecins qui disent c'est scandaleux, ces mecs-là n'ont même pas de diplôme de médecine. Mais pourquoi est-ce que les gens vont faire ça ? Les gens n'iraient pas sur YouTube chercher des gourous de la nutrition si les médecins faisaient leur boulot correctement. C'est-à-dire si les médecins donnaient des vrais conseils de nutrition. Mais les médecins ne sont pas compétents dans la nutrition. Ils ne sont pas compétents dans le fait de prévenir les maladies. Ils sont compétents en fait dans les soigner. Et encore, tu vois, pas pour toutes. Mais en tout cas, ils ne sont pas compétents dans le fait de les prévenir. Et donc, quand tu es expert, mais je comprends le point de vue des médecins, parce que tu as fait 10 ans d'études, t'en as chier, ça te fait chier de voir des mecs qui sortent de nulle part sur YouTube avoir beaucoup plus de popularité que toi. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si les gens vont voir quelqu'un d'autre que toi en tant qu'expert, c'est ta faute en fait, c'est que tu fais mal ton boulot en tant qu'expert. C'est-à-dire qu'un bon expert devrait être suffisamment bon pour pas que les gens aient besoin d'aller voir des gens moins experts qu'eux. C'est clair. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a plein de domaines comme ça. Donc c'est intéressant ce qui se passe avec Internet parce que ça laisse la porte justement à des gens qui sont pas experts mais qui apportent souvent davantage, voire plus de valeur que des gens qui sont experts et qui arrivent à aider les gens, notamment avec le phénomène des coachs. Et donc, je suis complètement parti de ta question, c'est sur le syndrome de l'imposteur. On est là pour partir. Mais donc, du coup, moi, je me suis jamais considéré comme un pro et je pense que je me considérerai jamais comme un pro. Moi, je suis un expérimentateur. J'expérimente les trucs, tu vois. Donc, j'expérimente la création de contenu, j'ai expérimenté plein de trucs différents et parfois, j'en parle. Par exemple, j'ai fait une formation sur la bourse. Alors là, je peux te dire que j'en ai eu des experts qui sont venus se plaindre et tout. J'ai fait une formation sur la bourse et le but de cette formation, c'était de montrer aux gens comment acheter leur premier titre boursier de manière très simple en fait. Chose que les experts souvent ne savent pas enseigner parce que pour eux, c'est une évidence. Pour la plupart des gens, c'est compliqué. Et les gens ont besoin de comprendre en fait, c'est quoi la bourse, pourquoi il faut que j'investisse en bourse. En fait, le fait que la plupart des gens qui ont de l'argent en bourse, tu prends les États, ils placent de l'argent en bourse, les entreprises, elles placent leur liquidité en bourse, les riches, ils placent de l'argent en bourse aussi. Pourquoi est-ce que le reste du monde ne pourrait pas le faire, tu vois ? Et parce qu'il y a cette espèce de barrière à l'entrée. Moi, je suis contre en fait les barrières à l'entrée. Je suis contre le jargon. Le jargon, ça fait partie des choses qu'on invente pour empêcher les débutants d'entrer facilement. Je suis contre les mafias d'experts. Et du coup, le syndrome de l'imposteur, parfois je me dis, ça, je suis peut-être un peu... j'ai conscience en fait de ne pas être calé dans un sujet. Quand j'ai fait ma formation sur la bourse, je l'ai dit aux gens, j'ai dit voilà, venez pas chez moi pour avoir un expert de la bourse. Venez chez moi pour apprendre à faire un truc simple pour un gars qui l'a appris il n'y a pas si longtemps, du coup qui sait encore ce que c'est qu'apprendre. Tu vois. Mais je ne suis pas complexé par ça parce que je suis un peu en rejet par rapport à ces gens-là qui se prennent pour des experts et qui pensent qu'ils sont légitimes. Personne n'est légitime, tu vois. Tu as le droit de t'exprimer, je veux dire. S'il n'y a que les gens légitimes qui ont le droit de s'exprimer, ça s'appelle une dictature, en fait. Un régime politique où il n'y a que les politiciens qui ont le droit de parler de politique, ça s'appelle une dictature. Il faut que tonton Bernard, au dîner de famille, il puisse balancer ses conneries sur la politique, tu vois. En fait, il faut qu'il ait le droit de le faire. Ça ne veut pas dire qu'il a raison, ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est vrai. Mais il faut qu'il ait le droit de le faire. C'est la liberté d'expression. Et je pense qu'il faut qu'on ait le droit de le faire et que naturellement, les meilleurs, en tout cas les gens qui vont apporter le plus de valeur, qui vont davantage aider les gens, vont sortir du lot naturellement, de toute façon. Les nuls, ils restent pas très longtemps généralement. Tu vois. Ouais, non, c'est sûr. Moi, je suis contre tous les... Enfin, dès qu'une phrase commence par « il faudrait interdire » ou « il faudrait que ce soit interdit », c'est pas bon, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Je pense. Ça sent mauvais, généralement. 2 dernières questions. Une sur ton futur. C'est quoi la suite ? La même chose en mieux. Ok. La même chose en mieux. J'essaie de m'améliorer. Voilà. Très bien. Donc, toujours des mails quotidiens ? Pour l'instant, ouais. Après, je peux très bien changer d'avis du jour au lendemain, mais pour l'instant, je suis sur les mails, ça marche bien. Ok. Voilà. Donc, pas de podcast, pas de vidéo pour l'instant. Si, de la vidéo aussi. Oui, la vidéo, tu t'es relancé. La vidéo pour le trafic, ouais. Ouais, ok. Mais tout est dans les mails, faut dire aux gens. Oui, s'il y a encore des gens qui les mails sont écouter, extrêmement. Il faut dire aux gens, toutes les infos sont dans les mails quotidiens. Ils sont extrêmement intéressants et extrêmement impactants, quoi. Et dernière question, quels sont les entrepreneurs que tu me conseilles pour un des prochains podcasts ?
Moi, je peux te présenter des potes, hein, des mecs qui sont intéressants aussi. Si tu veux rester un peu dans le domaine des web marketeurs, Stan Leloup est très intéressant, mais il faut aller en Thaïlande, ou alors il faut l'interviewer à distance. Mais il donne pas beaucoup d'interviews, c'est dommage parce qu'il est vraiment intéressant. Peut-être qu'on lui en propose pas, il faudrait essayer. Oussama Ammar si t'as l'occasion. Parce que moi, en fait, tu sais pourquoi j'ai interviewé Oussama Ammar ? La vraie raison, c'est que quand je promène mon chien le soir, j'écoute des podcasts ou des interviews ou des conférences. Et là, c'est entre nous parce qu'il n'y a plus personne qui écoute. Là. Et tu sais, j'aime bien écouter des trucs. Et Oussama Ammar, c'est particulièrement un truc que j'aime beaucoup écouter pendant mes longues balades avec mon chien. Et du coup, tous les soirs ou presque, je vais sur YouTube, je tape Oussama Ammar et je regarde les dernières vidéos qui sont sorties sur lui. Et de temps en temps, y a des gens qui font des interviews de lui et ça me fait 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes, 1 heure de balade avec un grand plaisir, avec une grande stimulation. Et je me suis dit, il faut que je participe à ce truc génial de créer du contenu pour les gens qui promènent leur chien tard le soir et qui ont besoin d'avoir 1 heure de contenu stimulant, tu vois. Et donc, c'était une des raisons pour lesquelles je fais. Donc, va interviewer des gens qui sont passionnants en interview, en fait. Le mieux, enfin, moi je te le dis, mais c'est personnel, mais pour moi, les gens les plus intéressants à interviewer, c'est pas des gens qui ont eu la vie la plus intéressante, c'est des gens qui s'expriment de manière la plus intéressante. C'est-à-dire que peu importe qui c'est, encore une fois, je t'ai dit, moi, il y a Fabrice Lucchini, Alexandre Astier, je suis pas du tout familier en fait de ce qu'ils produisent. Je suis pas du tout familier de leur thématique. Tu vois, Alexandre Astier, c'est du heroic fantasy. En vrai, c'est pas du tout mon truc à la base. Mais c'est plus la personne qui est intéressante. C'est plus sa façon de créer, c'est plus sa façon de s'exprimer, ses idées, tu vois. Et donc, peu importe finalement la vie de la personne ou peu importe ce qu'elle fait, ce qui est le plus intéressant, je trouve, c'est les gens qui ont des idées audacieuses, les gens qui s'expriment de manière intéressante et les gens qui peuvent te faire réfléchir. Donc, je sais pas, moi j'aime bien Oussama Ammar, voilà, Jean Rivière, Stan Leloup, des mecs qui ont probablement des choses intéressantes à dire. Mais après, bon, t'en connais aussi d'autres. Les gens qui t'inspirent le plus, c'est eux en fait qu'il faut aller interviewer, tu vois. Il y a probablement des artistes, des gens qui sont intéressants, des gens qui parlent bien. T'as Lucchini, t'as Edouard Baird. Bon, j'imagine que c'est très compliqué d'avoir des interviews d'eux, mais... Philippe Catherine, moi Philippe Catherine, j'adore aussi Philippe Catherine. Tu sais, j'avais oublié lui. En fait, c'est des gens qui sont différents. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ils sont vraiment différents. C'est-à-dire que tu leur poses une question, ils vont pas répondre comme les autres. Tout le monde va répondre la même chose, sauf eux. Et c'est ça, en fait, le truc. C'est réussir à trouver ces gens-là, peu importe. Et en fait, ces gens-là, tu les fais parler de ton sujet. C'est-à-dire, si tu as un sujet qui t'intéresse, je sais pas, ton truc, c'est l'écologie. Va interviewer Edouard Baird et demande-lui son avis sur l'écologie. Va interviewer Lucchini, demande-lui son avis sur l'écologie. Va interviewer Philippe Catherine, demande-lui son avis sur l'écologie. On se dira, mais on s'en fout de leur avis sur l'écologie. Ils sont pas, tu vois, je suis sûr que ça peut être intéressant. La mafia des experts, elle vient voir, c'est scandaleux, ils n'ont pas assez exprimé là-dessus, c'est pas pas des experts, un master en... Et ben, vous êtes des cons, c'est vous qui êtes des cons, parce que là, on a des gens justement qui sont pas toute la journée le nez dans le truc, qui ont des idées différentes et qui peuvent proposer des idées vraiment intéressantes, vraiment pertinentes, parce que justement, ils sont pas dans ce flow où tout le monde dit la même chose tout le temps. Donc c'est ça en fait qui est intéressant, c'est d'aller chercher des gens qui sont différents, qui parlent différemment et de leur poser les questions qui t'intéressent toi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, non, c'est clair. Franchement, une énième interview de Philippe Catherine qui parle de musique, moi ça m'intéresse pas, ouais, tu vois. moi non plus. Mais un mec qui va voir Philippe Catherine, généralement les interviews les plus intéressantes de Philippe Catherine, c'est exactement. C'est sur un autre sujet. Exactement. Des interviews d'Astier, c'est pareil. Quand il parle de politique, il en parle très peu souvent, mais quand il parle de, j'en sais rien, à un moment il y a une interview où il parle de télé-réalité, où c'est génial. Quand il parle de n'importe quel sujet en fait d'actualité, c'est super intéressant. Parce que justement, c'est pas un sujet qu'il maîtrise et qu'on connaît pas son opinion là-dessus. On connaît son opinion sur son art parce qu'il en a déjà parlé 10 fois, mais son opinion sur un truc dont il a jamais parlé, ça je trouve ça intéressant comme style d'interview. Très bien, vivement les prochains alors. Ouais. Et c'est comme ça que le podcast se termine. Yes. Donc merci Antoine d'avoir échangé avec moi pendant cette heure. Et puis à la prochaine sur Serial Entrepreneur. À la prochaine, salut François. Ciao.